Ah, Monsieur Mélenchon en personne. Bienvenue, les gens t'attendaient avec impatience. C'est pas vrai. Et ils disent salut le vieux, ce qui est très affectif. Bah, je sais, ouais. Je peux rien dire contre parce que moi-même dans le passé, alors d'abord quand j'étais jeune homme, quand on parlait de Léon Trotsky, on disait le vieux. Et ensuite le président Mitterrand aussi, qui était notre chef, qu'on aimait. Donc, bon, si vous voulez. En plus, c'est vrai, hein, par rapport à toi, je suis vieux. Et par rapport à ton gamin, c'est toi qui es vieux. Ça dépend. Bah, à peu près le même écart, je crois. Ça pourrait être mon fils. C'est vrai. C'est un peu mon fils, d'ailleurs. Ça pourrait être ton petit-fils. Ouais. Écoute, les gens, pour l'instant, n'ont pas trop posé de questions. Ils t'attendaient juste avec impatience. Ils ont demandé... ils ont posé des questions. Quoi ? Non, c'est des trucs qui disaient est-ce qu'il va déclarer sa candidature à l'élection présidentielle aux Awa Show de vendredi ? Et j'ai dit que vous verrez bien vendredi. Mais du coup, ils sont en attente de genre, oh là là, il va se passer des dingueries. Mais si tu mets des trucs de ce niveau-là, évidemment, on va créer. Posez vos questions sur l'actualité politique. Ils n'ont pas de questions. Si, ils ont des. Bon, non, pour l'instant, ils ont plutôt des trucs sympas à dire en disant Ouais. ça fait plaisir que tu sois là. C'est gentil, ça fait du bien. Hein. Croyez pas que c'est trop, parce que vraiment, on a pris cher ces temps derniers. Bon, et même si on tient bon, hein, on résiste bien, tous autant qu'on est, mais c'est lourd. D'abord parce que c'est l'injure permanente. Moi, je regarde plus la télé, donc... mais des fois, je mets une chaîne d'infos en continu ou l'autre. On prend sans pause, sans trêve. Et puis, il y a aussi tout ce qui se dit pas, parce que bon, il y a toute une discussion de savoir s'il faut le dire ou pas, mais nous sommes sous menace de mort en permanence. Plusieurs d'entre nous sont agressés. Donc c'est très pénible à vivre. Hein. Et puis, même si... moi, je suis assez oriental de ce point de vue. Hein. Je dis, bon, Mektoub, on verra bien, c'est la vie. C'est comme ça. Mais enfin, quand même, il y a déjà deux personnes, deux complots de gens qui ont été condamnés assez lourdement pour avoir essayé de me tuer, quoi. Donc ça pèse aussi, quoi. Ça pèse autour de soi, en famille, les amis. Et puis là, je parle de moi, mais il y a tout ce compris, là, encore Louis Boyard dans le train. Vous voyez le genre, ce genre de nervis arrogants, tu sais, ils viennent, gna gna gna, assume que t'es antisémite, je sais pas quoi. C'est eux, en fait, qui sont anti-tout. Hein. Mais c'est très menaçant parce qu'ils sont agressifs, arrogants, se croient tout permis. Se sentent une espèce de supériorité, un droit à vous passer comme ça, et c'est très pénible, quoi. Bon, enfin, vous en doutiez, hein. Je ne vais pas vous dire, ah, c'est vachement agréable ce qui leur arrive. Non. Mais c'est pour ça, quand vous dites des petits mots d'amitié et de tout ça aux uns et aux autres, ça leur fait du bien, à tous. Hein. T'as une petite question, Seigneur Patate, qui demande pourquoi avoir décidé d'aller aux Awa Show, donc l'émission qui est vendredi, là, avec Dany Heraz. Ben parce que, d'abord, je suis plus tellement intéressé à aller dans l'officialité médiatique, si vous voulez. Il y a vraiment deux niveaux. Il y a l'officialité médiatique. Bon, alors c'est les chaînes de télé. Bon, tout ça est très étroitement contrôlé. Et bon, nous sommes soumis sur ces télés à un mode de traitement que vous connaissez, une interruption toutes les 3 secondes, des questions infamantes. Bon, moi, alors il y a des copains qui le font, tant mieux, je l'ai fait pendant de nombreuses années, mais moi, ça me saoule maintenant de faire ça, aller perdre mon temps, me faire maltraiter par des gens qui sont pas toujours eux-mêmes très respectables. Hein. Je dis pas toujours, hein, mais ça arrive aussi, quoi. Comme c'est pas vous qui choisissez la personne qui vous interviewe. Il y en a qui sont des adversaires que j'aime bien par ailleurs. Je les combats, mais je les aime bien parce qu'ils ont un petit quelque chose sur le plan humain qui me plaît, mais aller à la télé pour me faire arracher la tête, ça ne m'intéresse pas. Donc, je cherche plutôt dans l'underground, comme on disait avant, c'est-à-dire ce qui est en dessous et qui est pour nous souvent beaucoup plus important. Parce que une émission sur une télé d'info continue, ça ne représente pas le nombre de gens qui regardent ce que nous faisons, Antoine ou moi, chacun sur nos chaînes YouTube, Facebook et compagnie. Bon, il faut vous rendre compte que moi, l'ensemble de mes créneaux, c'est 7 millions de personnes qui les regardent. Hein, 7 millions d'abonnés entre TikTok, X, Facebook, YouTube, et je ne sais plus quoi encore. C'est 7 millions de personnes. Donc, tout ça, ça s'affiche, ça passe. Et puis, il n'y a jamais moins de 200, 300, 400 000 personnes. Et puis, les extraits. Ça fait des millions de vues. Ah ouais. Chaque semaine, le top 10
insoumis sur les réseaux, ça représente 34 millions de vues. Bon, vous imaginez qu'à côté de ça, on n'a rien à foutre de l'article dégueulasse habituel de Libération avec sa photo pourrie et ses contrepétries à 2 balles, quoi. On s'en fout. Voilà, ils doivent vendre 20 000 numéros par jour. Et les gens, bon, ils n'achètent pas Libé pour regarder les saloperies sur notre compte. Il faut dire que ça bat des records dans le journal. Bon, je prends l'exemple de Libé parce que c'est le dernier qui m'a fâché. Mais par exemple, même Le Monde, qui est quand même la grande référence, gna gna gna, bon, en réalité, c'est pareil. Une page entière pour dénoncer, pour me dire que je suis ambigu horrible. Sur l'antisémitisme, c'est absolument pourri, quoi. Ça a fait que des gens, du coup, ont commencé à m'agresser dans la rue. Mais ils le savent, ils le font exprès, ils espèrent que ça termine mal. C'est des gens qui ont ni foi ni loi, ni morale, ni rien, s'en foutent. Ils vous insultent, ils savent que c'est pas vrai. Je les connais tous là-dedans. Hein. Ils savent que j'ai rien à voir avec ce qu'ils racontent. Mais c'est pas grave. Pour eux, c'est important de montrer à leur chef, à leur patron, à leurs actionnaires. Nous, on a tapé Mélenchon, vous avez vu ce qu'on lui a mis. Bon, faut supporter. Puis après, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Parce que vous voyez, il y a toujours le moment où les gens se rendent compte qu'on leur a raconté des salades. Et ils se rappellent qui leur a raconté des salades. En ce moment, hein, ça bat des records avec le Proche-Orient et puis aussi avec le mouvement des agriculteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé... Déjà, il y a quelqu'un qui t'a demandé si tu condamnais la télé, ça m'a fait rigoler. Vous condamnez la télé ? La télé ? Oui. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est ce que j'aime bien, moi. Je condamne l'électricité. Voilà, parce que c'est à cause de l'électricité qu'il y a de la clim, et la clim, ça me pourrit les sinus. Mais il y a vraiment eu des... Bon, déjà, il y a eu beaucoup de remerciements sur ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de gens qui disaient merci de tenir bon sur la Palestine et tout ça. Mais j'ai vu qu'il passait quelqu'un qui posait une question sur l'agriculture. Et comme je pense que c'est peut-être le gros sujet du... Voilà. Que pensez-vous de la grève des agriculteurs JLM ? C'est mettez des voyelles des fois dans vos noms. H de l'homme qui demande ça. Tu vas prendre l'habitude d'engueuler les gens comme moi. Mais oui. C'est un style, hein. D'accord ? C'est un style de la maison. Alors, c'est quoi la question de AG, que pensez-vous de la grève des agriculteurs ? Alors, j'ai réfléchi, hein, parce que c'est pas évident, au sens où, dans les mouvements agricoles, il y a souvent eu... C'est là qu'il faut regarder. Oui, si tu veux regarder les gens, tu peux les regarder. Ah oui, d'accord, parce que moi, je regarde Antoine. Il y a le chat et tout, mais c'est normal, parce que nous, on a le retour caméra. Mais si tu veux, non, puis là, il y a tous les gens qui posent des questions, ça me fait mal au crâne, tellement ça va vite. Oui, donc... Le rapport avec le monde syndical ou organisé ou les mouvements sociaux agricoles, c'est pas évident, dans la mesure où souvent il y a eu des expressions extrêmement extrêmes, hein, dans ce milieu, et puis des prises de position. Je pense en particulier au syndicat, le gros syndicat dominant, la FNSEA, où souvent on a été en contradiction, pas d'accord, et même tellement pas d'accord que c'était des fois un peu frontal, hein. Mais ça, c'est le débat normal dans le pays. Mais en tout cas, ça veut dire que à chaque fois, on regarde. Mais depuis quelque temps, disons, on s'est aperçu dans le mouvement insoumis, grâce à la participation de personnalités qui ont fait évoluer notre point de vue, qu'il fallait, nous aussi, qu'on apprenne à se mettre à distance d'un certain nombre de caricatures qu'il pouvait y avoir. Comme dans le monde agricole, on leur dit les insoumis, c'est des communistes révolutionnaires, ils vont vous prendre la terre, les tracteurs et le reste, et confisquer les vaches. Bon, je ne sais pas ce qu'on leur raconte, mais enfin, c'est des sottises comme ça. Et nous, il faut aussi que... Alors, ça s'est fait il y a plusieurs années, hein, c'est pas fait là. Le premier programme écrit et chiffré qu'on a eu, nous, chez les insoumis, ça a été un programme agricole. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y avait une grande... on pouvait se retrouver. Alors, d'abord, les agriculteurs, ils ont pris cher parce qu'ils ont un syndicat qui les a défendus d'une manière tellement brillante qu'ils sont plus de 400 000 dans le pays. Pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, 400 000, il faut regarder d'autres catégories sociales. Bon, par exemple, il y a 3 millions d'étudiants, mais il y a 400 000 agriculteurs. Hein. Ensuite, la condition sociale des agriculteurs, alors, elle est super clivée. Il y en a qui sont super riches. Hein. Ceux-là, ils cultivent beaucoup de subventions. Ça pousse assez bien. Ouais. Et puis, il y a une masse de gens qui se crèvent au boulot. Mais quand je dis qu'ils se crèvent, c'est qu'ils font que ça. C'est très dur. Ils sont exposés à des maladies professionnelles épouvantables parce que, comme les cancers des testicules et ainsi de suite,
parce qu'on leur fait épandre dans les champs des produits, notamment des pesticides, dont ils sont eux-mêmes les premières victimes, c'est eux qui respirent ça en les mettant. Et donc, dans cette catégorie de la paysannerie, c'est horrible. Les gens travaillent comme des fous, sont pas payés correctement, et puis il y a des situations de désespoir telles qu'il y a une personne qui se suicide tous les 2 jours dans ce milieu. C'est certainement la vague de suicide professionnel la plus épouvantable qu'on connaisse, même si on sait bien que le suicide, il y a beaucoup de facteurs, mais précisément tous les facteurs s'ajoutent à la campagne pour pousser les gens à bon. Vous voyez bien ce que ça peut être quand vous ne savez plus du tout comment vous en sortir. Alors, progressivement, vous êtes poussé au suicide. Donc tout ça, ça c'est leur condition. Et nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? C'est qu'eux n'ont pas de solution avec les néolibéraux et avec le syndicalisme de l'officialité paysanne. Pourquoi? Là, par exemple, les gens, ils disent, nous, on veut être payés correctement. Alors, très bien. La FNSE arrive et dit, ouais, en fait, ils veulent dire pas de normes. Ouais. Ah bon? Comment ça, pas de normes? Pas de normes égale aucun moyen de défendre les paysans. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner le cas. Il dit, il y a trop de normes, trop de papiers à remplir. Ok, bon, d'accord, tu avais les papiers, personne n'aime les remplir. Mais les normes, ça nous importe, parce que je vous donne un exemple très concret. Si nous, on avait gouverné le pays, on aurait dit, nous, le glyphosate, c'est terminé. On ne veut plus qu'on mette de glyphosate dans la terre de ce pays, parce que la fécondité des sols a baissé, les maladies se sont répandues, le produit est plus que vraisemblablement cancérigène, etc., etc. On n'en veut plus. Alors, on dira, si vous faites ça, monsieur Mélenchon, alors ceux qui font avec du glyphosate, ils n'ont pas le boulot à aller ramasser les mauvaises herbes ou je ne sais pas quoi. Donc, ça va coûter, nos produits vont coûter plus cher et on est éliminé. D'accord? Bon, c'est le contraire. C'est parce que si on dit il n'y a plus de glyphosate, on dira normalement, c'est une clause de sauvegarde sanitaire. Nous, on ne veut plus que les gens bouffent du glyphosate en France. Donc, il ne rentrera aucun produit au glyphosate. Donc, c'est du protectionnisme sanitaire. Vous pouvez faire du protectionnisme sanitaire si vous avez des normes. S'il n'y en a pas, c'est chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va être la concurrence comme avant. Bon. Et puis alors je dis donc déjà, vous voyez, la différence, c'est que si les néolibéraux, les Macron et compagnie, vont s'amener en disant « Ouais, les normes, les normes, faites comme vous le sentez, les gens. » Tu le fais pas longtemps comme tu le sens, hein, quand c'est une compétition pareille. Je vous donne encore un exemple de pourquoi il n'y a pas de solution avec les libéraux et avec l'Europe actuelle. Là, ils vous disent, il faut toujours rattacher les problèmes les uns aux autres, les gens, il faut arrêter de penser case par case. Alors l'Ukraine, c'est la guerre, c'est horrible et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et tout ça? Bon, on connaît le numéro. Alors on dit, on va les aider, c'est super, on va les faire entrer dans l'Union européenne. Alors regardez-moi bien là, dans les yeux, hein, nous, jamais. D'accord? On ne permettra jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on défend les droits des salariés. Si on fait rentrer des gens sans qu'on ait changé la loi sociale, ni harmonisé les niveaux de salaire, ça veut dire que vous avez pour les ouvriers, un ouvrier ukrainien, il coûte 150 € de salaire minimum par mois. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Donc c'est impossible de lutter contre. Bon, ou de lutter contre, c'est même pas le problème. Nous, on ne veut pas lutter contre, on veut que chacun produise. Donc, pour la paysannerie, pour la première fois, il y a convergence. Pourquoi? Parce que les paysans, ils demandent à vivre en étant payés dignement de leur travail. Qui va être contre ça? Vous en connaissez un qui va lever la main en disant « Oui, moi je suis pour que les paysans soient tellement mal payés qu'ils finissent par se pendre. » Personne ne va faire ça. Donc il faut réfléchir à dire comment on fait. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de protectionnisme sanitaire. Mais je termine sur mon histoire d'Ukraine. Alors l'Ukraine, les prix de production là-bas, agricoles, c'est 5 fois moins cher qu'en France. Alors on peut dire, il n'y a qu'à baisser les prix, il faut travailler davantage, plus de machines. À la fin, vous terminerez avec une biscotte beurrée comme salaire. À la fin du mois, et encore tous les mois, il n'y aura pas de beurre. Bon, parce que si vous vous mettez en compétition, vous acceptez la compétition sur les coûts sociaux, vous perdez tout le temps. Alors, là, je donne des exemples. On a dit, très bien, on va faire quelques premières mesures pour arranger les choses. Allez, en avant, les Ukrainiens, envoyez vos poulets. Résultat, 2 à 3 fois plus de poulets ukrainiens en France. Mais les gens ne vont pas manger 2 poulets. Un poulet d'à côté et le poulet ukrainien. Ils mangent le poulet qui est le moins cher. Ça tombe d'autant mieux que la vie est chère. OK? Voilà l'exemple. Je vous donne encore un autre exemple. Le miel. Le miel de montagne, il sort à 3 €.
connaissais pas l'exemple du miel. Eh ben, J'attends. J'avais Ben les oui, mais autres, non, mais c'est un copain qui l'a mis sur la boucle des parlementaires, j'ai trouvé ça super. Et le miel qui est fabriqué ici, il est à 6 euros. Résultat, en France, il y a plus de miel ukrainien que de miel local. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Le gars ou la fille qui produisait son miel, il n'a plus de boulot, il n'a plus de salaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va de l'endroit où il est. Où vous croyez qu'on fait du miel de montagne, dans la montagne? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre dans la montagne? Du ski, il n'y a plus de neige. Et puis, c'est pas une bonne idée non plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Des moutons? Ah, bah, pas de bol, on vient de signer un accord avec la Nouvelle-Zélande. Vive le libre-échange, etc., etc. La Nouvelle-Zélande, je vais vous raconter l'histoire. C'est des moutons que leur principale activité, ça consiste à fournir de la laine aux paysans du coin. Quick, ils enlèvent la laine, ça, ils la vendent cher. Puis après... Ils vendent de la viande. Eh ben, Comme un sous-produit. mais pour eux, c'est un sous-produit, c'est une carcasse, tu vois. Donc, évidemment, le mouton néo-zélandais, il arrive ici, tu croirais qu'il est sorti d'une pochette surprise ici, tellement il coûte pas cher. Donc, le paysan qui est dans sa montagne, alors, il fait plus de moutons parce que ça paye plus, il peut plus faire de miel, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à la fin? Alors, vous pouvez dire, on s'en fout. Comment on s'en fout? Qui va s'en foutre? On s'en fout pas. Je termine en vous disant que pourquoi il faut qu'on soit solidaire des paysans? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont en train de présenter des revendications qui nous intéressent. Pourquoi? Parce que la solution de leurs revendications, c'est nos solutions à nous, c'est-à-dire le protectionnisme sanitaire. Si vous avez quelque chose d'autre à proposer, surtout, n'hésitez pas à le dire, hein, qu'on le sache. Mais il n'y a pas autre chose à proposer. Ça n'existe pas. Donc, ça nous aide à faire avancer les revendications de notre programme et faire en sorte que les paysans disent « Ah bah oui, on est d'accord avec eux ». Donc, il y a une convergence de lutte. Donc, nous sommes dans une cause commune. C'est très important à comprendre. Le deuxième service qu'ils nous rendent, vous n'avez pas prévu, hein, c'est qu'ils font sauter un bâtiment d'un service de l'État. Bon, je préfère le dire clairement, on n'est pas d'accord. Hein, on n'est pas d'accord pour qu'on fasse sauter quoi que ce soit, d'ailleurs, au service de l'État ou autre chose. Et puis, ils bloquent les autoroutes. Et puis, ils bloquent l'entrée d'une centrale nucléaire. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, tant mieux hein, qu'il ne se passe rien. Il y a pas de... Il y a eu un pet à un rond-point où il y a des personnes qui sont mortes. Et évidemment, ça fait une peine d'enfer. Parce que, bon, les pauvres gens, ils sont là en train de défendre leur beefsteak. Et à la fin, t'es mort. Dans ce cas-là. Donc, c'est horriblement triste comme histoire. Mettez-vous bien dans le contexte pour comprendre la tristesse de l'histoire. Puis là-dedans, il y a non seulement le paysan, mais sa fille. Donc, c'est terrible comme affaire. Bon. Alors, mais heureusement, donc, ils n'ont pas eu droit, comme de vulgaires ouvriers, à des tirs tendus dans la figure pour être éborgnés. Ils n'ont pas eu droit à des ramassages surprises avec garde à vue et comparution immédiate comme on a eu droit, nous. Bon. Mais donc, ils font la démonstration que tous ceux qui nous ont fait des leçons sont des menteurs. D'accord? Des menteurs, des manipulateurs. Vous savez, tous les médias qui étaient là. Allez, monsieur Mélenchon, vous devez appeler au calme. Alors, vous êtes les médias très intelligents. Vous êtes avec vos micros. Appelle au calme. Eh ben tiens, vous faites le tour des mecs de droite et d'extrême droite en leur disant vous appelez au calme. Non, ils le font pas. Justement, sur ça, tu parlais des normes. Parce que nous, on a aussi déposé une proposition de loi en novembre sur les prix et les salaires. Mais moi, sur la question des normes, j'ai entendu une prise de parole d'une militante écologiste. Évidemment, leur but en parlant, en centrant sur la question des normes, c'est de diviser. Ils font la même chose, le même coup que pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils avaient fait « c'est des gros racistes » pour faire en sorte que les gens qui sont concernés par les questions antiracistes ne se solidarisent pas des luttes des Gilets jaunes et disent « ah bah non, mais moi je vais pas aller manifester avec des racistes parce que j'ai certainement pas envie de faire ça ». Alors même que les revendications étaient communes, pouvoir d'achat, les prix trop chers, la démocratie, etc. Et là, ils font pareil sur la question des normes. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait d'un côté les gros bourrins d'agriculteurs qui veulent pas de normes environnementales et qui s'en foutent de t'empoisonner, et de l'autre côté, les écolos gentils qui veulent, eux, une bonne alimentation et la santé et tout ça. Et donc ce qu'ils essayent de faire, c'est de tirer et de diviser pour éviter qu'il y ait une solidarité à l'intérieur du peuple français. Et ça, c'est typiquement le truc. Oui. Et c'est la raison pour laquelle ils invitent que les mecs de la FNSEA, parce que sur les plateaux télé, j'entends. Parce qu'ils inviteraient sur les plateaux télé les mecs de la Confédération paysanne, ça serait une autre paire de manches sur le discours, vu que c'est quand même bien plus proche de ce qu'on raconte nous sur le fond. Bien sûr. Et il y a quelqu'un qui a posé une question, mais c'est passé trop vite, qui a dit et comment vous faites avec l'Europe? Ben justement, très bonne question. Très bonne question. C'est ça. Voilà. Comment on gère concrètement de faire du protectionnisme avec les traités européens et dans le cadre de l'Europe de libre circulation de marchandises, libre-échange, demande Zeladotex. Non, mais vous avez donc parfaitement raison de poser cette question, parce que
les mesures, la radicalité, ça n'a de sens que si c'est concret, sinon c'est du baratin. Donc oui, si on décidait ça, on aurait un problème en Europe. Alors, l'Europe nous dirait, ah, si c'est comme ça, quoi Quoi Vous comptez faire quoi? Alors, il pourrait dire, par exemple, on arrête de vous donner des sous. On va dire, bon, très bien, vous arrêtez de nous donner des sous, on arrête de vous donner les nôtres. Parce que, contributeur net. Oui, j'ai vu là des benets ils me disent, oui, mais tu comprends, Jean-Luc, faut faire attention, parce que quand même, la politique agricole commune, c'est l'Europe qui nous donne des sous. Mais non, et ils nous donnent nos sous. Nous donnons plus de sous à l'Europe qu'ils nous ordonnent à la fin. On est à un écart, on est contributeur net. Vous êtes content d'être contributeur net. 9 milliards, ça coûte 3 fois l'impôt sur la fortune. D'accord ? Ça, c'est le truc. Mais tu vas répondre en fond. Mais on revient à un protectionnisme défendu par l'extrême droite. Les raisons changent, mais la fin est la même. Les amis, vous confondez. C'est justement le truc que font sans arrêt les médias. Ils essayent de pourrir la réflexion sur le sujet. Vous voyez bien que c'est pas la même. Non, je dis pas ça. Mais tu vois bien que c'est pas la même chose de parler de la question des frontières quand tu parles des personnes et quand tu parles des marchandises. C'est pas la même chose. L'extrême droite, son problème, il est avec les personnes. Eux, ce qu'ils veulent, ils se foutent de gérer la question des causes de l'immigration. Ils en parlent jamais. Des traités de libre-échange, ils en parlent jamais. Du capitalisme, ils en parlent jamais. De la souffrance qu'occasionne l'immigration, jamais tu les entendras parler de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un mur qu'empêche de passer les gens. Mais les marchandises, ça y va. Nous, on a une manière de penser qui est un petit peu différente. Ouais, et puis surtout, faut pas se laisser intimider et boucher le cerveau, quoi. Parce que si tous les mots qu'utilise l'extrême droite lui appartiennent, on est mal. Parce que c'est souvent eux qui nous en empruntent à nous pour faire exactement le contraire après. Bon. Mais non, il faut réfléchir à la manière concrète de faire. Alors, le protectionnisme, ce n'est pas une invention de l'extrême droite. D'accord ? Donc déjà, commençons par ça. À plus forte raison, le protectionnisme sanitaire. L'extrême droite, elle est néolibérale dans toute l'Europe. Là, c'est pas parce que Madame Le Pen, de temps à autre, elle se donne des airs d'insoumise en reprenant des choses qu'on dit nous, qu'elle va le faire. Elle ne le fera jamais. Regardez la Meloni. Bon, et les faits sont les faits. En Italie, à un moment donné, la même qui s'était fait élire pour virer les étrangers, c'est elle qui finit par dire faut qu'il en rentre. De même manière qu'en France, on sera obligé de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème démographique. Bon, mais je termine sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va dire à l'Europe, écoutez, vous avez qu'à lire le programme de la NUPES, parce qu'ils avaient tous signé ça avec nous. Entre-temps, il paraît qu'ils ont changé d'avis, comme d'habitude. Ils signent quelque chose, ils respectent rien. Ils respectent jamais leurs paroles. Bon, tant pis pour moi, j'avais qu'à pas faire confiance. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce programme ? On a dit dedans qu'il y aurait de la désobéissance. Alors, moi, c'est pas moi qui gouverne, mais si c'était moi qui gouvernais, je ferais ça. J'irais, je disais, écoutez, je vous comprends, moi, je suis d'accord avec vous, vaut mieux acheter ce qui est bon, mais c'est pas bon votre truc. Donc, ça passera pas. Mais, j'ajouterais, si demain vous avez des productions où vous ne garantissez pas qu'il y a de glyphosate, vous pourrez les vendre en France. Je sais bien que ça ne se produira jamais, parce que s'il n'y avait pas de glyphosate, ils ne pourraient pas le vendre à un prix concurrentiel contre les produits français. Et voilà, c'est tout. De même que pour une année, il y avait comment il s'appelle là, le gars qui était ministre de l'Agriculture de Hollande, alors il est champion du monde du pipeau. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a dit oui, nous allons interdire les cerises sur lesquelles on a mis, je sais plus 10 métoates. Ah mon Dieu, comment t'arrives à te rappeler d'un truc pareil ? Parce que c'était au Parlement européen. Voilà. Alors il avait décidé ça, et bon, très bien, là, quel courageux, nani nana. Alors après, il avait dit c'est tout, il a pensé à rien, donc les autres sont pointés avec leurs cerises qui étaient complètement enrobées de cette cochonnerie, et ça s'est vendu contre les cerises des gars du coin. Ils disaient, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Vous nous interdisez. Donc ça nous coûte plus cher, ça prend plus de temps, et on en perd davantage. OK ? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'était interdire, pas seulement le produit, mais les importations. Mais quand vous interdisez les exportations dans un certain cas, vous vous couvrez légalement. Moi, je ferais ça. Je dirais, écoutez, mais si vous en produisez sans glyphosate, bienvenue à vos patates, à vos je sais pas quoi, à votre blé, à tout le reste. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire changer les normes, c'est en engageant un rapport de force. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Comme Macron cède tout au nom de la liberté du commerce, ranani, nanana, parce que lui continue à croire à ses bêtises. Là, ils viennent décider à l'Europe de supprimer tous les contrôles pour les prochains trucs, les prochaines occasions, sur les OGM. Alors, je ne sais plus quel est le truc qui va entrer dans la production des légumes. Enfin, ça revient à ça. Ça va créer un OGM. Voilà, c'est parti, ça a été adopté.
Et donc, à la fin, vous ne savez plus ce que vous mangez. Moi, je vous mets au défi. Si je gouvernais, vous me dites « Ah, monsieur Mélenchon, tout ça, c'est pas possible. Nous, on n'est pas d'accord. On veut pouvoir manger des fraises pas chères, même couvertes de glyphosate en plein hiver. » Je ne sais pas si on fout du glyphosate sur les fraises. Je ne suis pas paysan. Hein, mais tout ça n'a pas de sens. Mais on peut voter. On peut demander aux gens « Est-ce que vous êtes d'accord pour l'interdiction, la clause de sauvegarde sanitaire en France ?» Voilà, oui ou non? En expliquant aux gens, honnêtement, ce que c'est. Voilà ce que ça va vouloir dire. Alors, pourquoi les paysans, ils y ont intérêt? Parce que c'est la base pour le protectionnisme sanitaire. C'est donc la garantie d'avoir des meilleures payes si on applique le reste de ce que nous, on propose. C'est-à-dire un prix plancher pour les productions agricoles, premièrement. Et deuxièmement, de comprimer les marges des entreprises de l'agroalimentaire, parce que c'est eux qui ont provoqué l'inflation sans aucune raison sur les prix de production. Imaginez-vous qu'un litre de lait, c'est payé 20 centimes à un paysan. Allez voir chez le marchand combien il vaut le litre de lait. Vous voyez bien, entre les deux, comment des gens se gavent, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a augmenté de 71% ses marges, ok? Bon, vous avez compris, il faut donc comprimer ça. Alors après, il y a un problème, c'est que le président de la FNSEA, c'est un patron de l'agroalimentaire. Ça serait ailleurs, on dirait, il y a conflit d'intérêts. Hein. Mais enfin, bon, là... Tiens, justement, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait ah, mais du coup, les fraises, ça va être super cher. Attends, regarde, tu vas voir comment c'est technologique. On va afficher le navigateur pour que les gens ils puissent voir. Toc, donc là, je vais mettre... en espérant que ça marche, parce qu'une fois sur deux, ça marche pas. Ok, ça marche pas, c'est génial. Je voulais vous montrer. Ouais, c'est à cause de moi, je détraque tous les appareils électroniques. Non, ça marche pas. Ok, bon, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Je vais essayer de... Quand je serai parti. Recharger. Non, ça va finir par marcher. Attends, je vais remettre en grand écran. Mais je vais fermer. Et je veux vous montrer, en fait, une image qui montre, avec nos mesures à nous, par exemple, sur une bouteille de lait... Attends, il y a un con, là, je veux à tout prix arrêter ça. Vas-y, montre ta vilaine figure. Montre ta vilaine figure. Il parle de moi comme d'un multimilliardaire. Tu sais pourquoi? De quoi, qui ça? Mais oui, il est tellement bête, tu vois. Il est tellement abruti, le mec. Ouais. Il est tellement abruti qu'il regarde les trucs de la fachosphère. Et bien qu'il raconte que je suis multimillionnaire. Et comme il y en a... Milliardaire. Ouais, maintenant, c'est multimilliardaire. J'ai connu une meuf comme ça à Marseille. Elle venait à tous les rassemblements, elle criait « Il est millionnaire, ne l'écoutez pas !» Et après, elle disait « Non, il est milliardaire !» Bon, ce sont des crétins. Je ne suis pas milliardaire ni millionnaire, d'accord? Toi, t'as une bagnole, pas moi. Toi, t'as un cheval, il paraît. Je reconnais ton nom. Il paraît que t'as un cheval dans ton château. Pas moi, j'ai ni château, ni cheval, ok? Voilà, que vous êtes des pauvres types. Mais tu sais, attends, tu sais que... Facho. J'ai fait une interve à l'Assemblée il n'y a pas très longtemps pour parler de l'héritage maximum. Ouais. Et je dis, voilà, nous on a une proposition, c'est l'héritage maximum à 12 millions d'euros par personne. Hein, c'est par enfant, tu touches 12 millions d'euros, c'est bien pour commencer dans la vie, tout ça. Tous les mêmes qui disent, il faut que ça ruisselle, etc. L'argent, ça va ruisseler. Ah non, là c'est fini. C'est instantanément terminé. Non, c'est 12 millions d'euros, mais vous voulez empêcher les gens d'être riches. Oui. Et le même type qui va défendre les riches des autres, il vient de voir en disant ça. Alors et c'est les petits bourgeois. C'est le petit bourgeois jaloux. Alors il est là, gna gna. L'autre, oui, j'ai un appart à Paris, j'ai 72 ans, mon petit gars, on verra où tu seras. À 72 ans, est-ce que tu fais? Et mon appart, et c'est moi, j'ai rien fait, j'ai acheté un appart, pas un capital. Hein. Réfléchis un peu, gars. Là-dessous, là, t'as des cheveux, ensuite il y a de la peau, il y a un os, et en dessous, il y a un truc gris, ça s'appelle un cerveau. Donc avec ton cerveau, tu réfléchis. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de dire n'importe quoi. Et que nous, on te repère même dans une file comme ça. Ah, je te plains parce que t'es pas intelligent. Attends, j'aimerais bien réussir à faire mon truc de navigateur, mais je suis pas sûr. Non, mais ça marche pas ton truc. Ok, alors. Ça marche pas. Je te l'ai envoyé sur ton Telegram. Non, mais je l'ai. Mais il l'a, regarde, ça marche pas. C'est juste que je peux pas le. T'as pas branché le bon tuyau, je parie. Non, je pense que. Appuie partout, tu verras bien. C'est juste qu'il faudrait que je Attends. Tiens, je vais le déclencher. Je vais mettre les doigts dessus, tu vas voir. Alors, vas-y, fais voir. Attends, on va faire pendant 2 secondes. Hop. Quoi? Si ça se trouve, ça va marcher. Ça reste dans le noir, c'est ça? Non, ça marche pas. Abracadabra. C'est pas grave, tant pis. Bon, je vois qu'il y a un mec qui... Je vous le montrerai... Sinon, vous allez sur mon compte Twitter. Mais non, on m'a pas énervé. Il écrit « Vous l'avez énervé ». T'as vu la tête que j'ai? Je m'énerve pas, ça m'amuse. Ça m'amuse d'être dans
d'être dans le rôle, quoi, parce que c'est drôle. Il vaut mieux que je réagisse avec humour, parce que me faire traiter de multimilliardaire, pour moi, c'est pas un compliment. Non, puis par ailleurs, non mais attends, non mais même par ailleurs, Mm. vous préférez quoi? Vous préférez des gens qui sont riches et qui se gardent le fric pour eux et qui n'ont que pour unique objectif d'en avoir plus? Ou vous préférez des gens comme nous qui disent qu'il faut partager la richesse? Et y compris, par exemple, moi, à l'heure actuelle, je suis député. Si jamais on appliquait, je sais qu'on a un gros salaire quand on est député, si jamais on appliquait notre programme à nous, le revenu des députés baisserait parce qu'on paierait davantage d'impôts. Qui d'autre propose ça à part nous? Qui d'autre dit qu'il faut qu'il y ait plus d'impôts qui soient payés par ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois et qu'il y en ait moins qui soient payés par tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois? Qui d'autre? Personne. Voilà. Donc vous préférez quoi à la fin? Vous préférez des gens Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai aussi. Non, puis tu as aussi Parce un problème, le moral, c'est, comment elle s'appelle Balasco qui avait dit ça une fois. Moi, j'ai trouvé ça génial comme formule. Elle a dit, ah bon, maintenant, la morale, c'est profite et tais-toi. Autrement dit, des fois, pareil, on me dit ah, mais quand même, avec les revenus que vous avez, vous osez parler pour les pauvres. Ben justement, c'est à cause des revenus que j'ai que je parle pour les pauvres. Parce que je trouve pas ça normal. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est mignon. Comment vous faites pour être aussi beau à 72 ans? C'est incroyable. Parce que je suis génétiquement favorisé. Non, attends, tu vois, dans la vie, je suis d'accord pour dire que je suis extraordinairement beau, hein, je m'en rends compte. Hein. Moi-même, il m'arrive d'être séduit par moi, tu vois. Je me dis, hélas, je pourrais jamais, tu vois. En regardant dans le miroir, je me dis, Toi aussi? Non, toi, je dis ça. Parle pas à ma place, toi. Bon, non, mais... Alors donc, ok, mais ça, c'est le truc le plus injuste dans la vie. Pourquoi tu tires le bon numéro du code génétique? T'as vu que je crache le feu, quoi. Et j'ai des potes plus jeunes que moi, bah... Ok, d'accord, je vais en prendre pour mon grade dans pas longtemps, tu vas voir, ça va arriver. Non, parce que ça, je trouve ça... tu sais, tu te demandes des fois, pourquoi c'est comme ça. Et évidemment que moi, j'ai eu une vie d'intellectuel, j'ai été prof, j'ai été bureaucrate, puis j'ai été parlementaire, donc évidemment, mon corps a été moins exposé à la dureté de la vie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tu sais pourquoi? Attends, je vais te dire pourquoi. Attends, je connais la fin du mystère, moi. Quand tu mangeais une pomme, arrête de rire déjà avant d'avoir commencé, une pomme en 1951. Moi, je suis né en 1951 et aussitôt la catastrophe mondiale a commencé. Tous les trucs sont envolés, les pollutions, les machins et tout ça. Et il y avait moi en plus dans le paquet des catastrophes. Mais tu mangeais une pomme et alors dedans, qu'est-ce qu'il y avait dans la pomme? De la vitamine. Il faut tout lui expliquer au mec. Non, ça va, je suis... T'as compris, là? Jusque-là, j'ai suivi. Voilà. Eh bien, pour avoir la même quantité de vitamines qu'une pomme de mon temps, il faut en manger 100 aujourd'hui. D'accord? Alors, ton gamin qui est tout petit, si tu veux qu'il soit aussi beau que moi, à mon âge, tu as intérêt à lui faire manger des pommes du matin au soir. De 1960. Oui. Non, ou 100 pommes par jour. Ou 100 pommes par jour. Pour avoir l'équivalent d'une. Bon, allez, on redevient sérieux. Repartons. Mais non, mais par ailleurs, ça parle des questions agricoles aussi. Dans les questions qu'il y avait aussi l'électricité. Tout à l'heure, il y a des gens qui demandaient si tu condamnes... Non, toi, tu as condamné l'électricité. Et je pense que Si, t'as fait ça, t'as dit je condamne l'électricité. Non mais attends, c'est pour la blague. Oui, mais n'empêche qu'il y a une question sur l'électricité, ouais, puisqu'ils augmentent la taxe à 10% sur l'électricité. Ouais, ça fait 10% d'augmentation. Mais c'est pas normal. Parce que c'est une augmentation par rapport à un tarif, tu vois. Et le tarif, il est fixé par le marché européen de l'électricité, qui est le truc le plus stupide qu'on puisse inventer. On peut rester optimiste, on peut trouver encore plus bête. Mais le prix est fixé d'après le prix que coûte l'électricité qui sort de la dernière usine la moins performante. Ok, c'est un truc aberrant. Ça, ils sont d'accord pour le faire, pour garantir leurs revenus. Mais quand nous, on dit, bah écoutez, on vous propose d'égaliser, de faire des convergences sociales, alors là, il n'y a plus personne, là. Ah non, vous n'y pensez pas et tout. Bon, donc le marché de l'électricité, la première chose à faire, c'est d'abolir les règles actuelles qui sont absurdes. Et à partir de là, on retombera sur un tarif de l'électricité qui pourrait être raisonnable. En attendant, c'est pas une bonne idée d'augmenter l'électricité de 10% quand les gens se font déjà racketter de 20% sur les produits alimentaires, etc., parce que les payes n'ont pas suivi. Et donc, vous le savez tous, parmi ceux qui m'écoutent, je ne veux pas non plus continuellement revenir sur les problèmes qui vivent. C'est pour ça aussi que j'essaye de mettre un peu de piquant dans mon propos. Mais les gens, là, ils arrivent au bout, quoi. Ils ne savent plus comment faire pour vivre.
tu sais plus, quoi. Alors, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, qu'est-ce que je fais? Je paye la cantine du gosse, comme ça, tu es sûr qu'il va manger, ou je paye l'électricité, ou je paye l'essence, ou je paye... C'est-à-dire que les gens mettent en parallèle des choses qui sont aussi nécessaires les unes que les autres, hein. Voilà. Voilà. Alors, c'est quoi, après, la question? Voilà, moi, ce que j'ai à dire sur l'électricité, parce qu'on peut parler pendant une heure de l'électricité. L'électricité ne sera jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est comment on la produit et comment on la distribue. Voilà. C'est quoi, pourquoi tu rigoles? Parce qu'il y a des gens qui suivent. Comment va votre cactus? Il y a des gens qui suivent, hein, c'est incroyable. Ouais. J'ai oublié son nom. Amlito. Ah, tu vois, il le connaît. Ah bah moi, je connais. Bah oui. D'ailleurs, c'est vrai, il va comment, Amlito? Et très bien. Alors, il y a quelqu'un chez moi qui s'était mis à pulvériser de la flotte dessus, je te dis pas. Je suis intervenu immédiatement. Pas une goutte d'eau. Pas d'eau pour Amlito. Il a de l'eau tous les mois et demi. Point final. Et c'est à cette condition qu'il est bien beau, il est beau, quoi. Il va bien. J'aimerais bien en avoir un autre grand. Puis surtout celui-là, je vais vous dire, vous ne me connaissez pas, mais je vous raconte quand même. Je l'aime comme une personne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour où je l'ai acheté, je l'ai vu dans la vitrine. Et j'étais avec un très bon pote. Je lui ai dit, waouh, t'as vu, c'est le cactus de ma vie, on l'achète. Bon, alors, mon très bon pote, il se marre, mais enfin, il s'est moins marré quand il a vu la taille de la bête. Et parce que lui, il était grand et costaud. Et moi, bon, évidemment, je suis beau et costaud, mais pas autant que lui. Bon. Alors, il a vu que c'était lui qui allait devoir porter le pot du cactus. Moi, j'ai rien demandé, mais c'est lui qui l'a dit. Et alors, il prend le cactus, je lui dis, mais ça va pas, tu vas pas prendre ça dans tes bras comme ça, t'es fou, tu vas te faire arracher la figure. Et tu rentres chez toi avec des griffures partout, ça m'étonnerait que ça fasse autre chose que des problèmes, hein, avec ta femme. Alors, il me dit, ah ouais, t'as raison, bon, on va mettre un papier. Alors, on a mis un papier, et la partie avec le machin dans les bras. Il y avait au moins 200 mètres à faire. Hein. Mais il faut voir, Amlito, il fait 1,50 m, hein, et ça pèse lourd. Alors, évidemment, les picous sont passés à travers le papier, il s'en est pris un peu partout, et il me l'a amené. Donc, maintenant, je ne peux pas regarder le cactus sans penser à lui. Et pas de bol pour moi, mon pote, il est mort, le cactus, il est toujours là. S'il fallait échanger, je préférerais que mon pote soit là, parce que son absence me pèse sur le cœur. C'est Bernard Pignerol. C'était comme mon frère, vous voyez. Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose, sinon on va se mettre à pleurer, tu vois. C'était deep. Genre, moi, j'avais un truc à dire sur Amlito, mais j'ai oublié en cours de route, du coup. Ah, tu sais plus? J'avais acheté aussi un autre cactus qui pendouillait. Il peut mort en 15 jours. Il m'a coûté une blinde. Non, j'ai retenu que tu voulais un autre grand cactus. Non, attends. Ah si, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Oui, dis voir. Tu sais qu'il y a un film avec un mec comme ça qui se trimballe une plante partout. Tu connais? C'est Léon. Le mec, c'est un tueur à gages. Alors j'espère que c'est pas ce que Léon, tu fais. Ah, mais je l'ai vu, moi, c'est un tueur à gages et il se trimballe et partout où il va, il se trimballe avec sa plante. Comment il s'appelle l'acteur qui fait ça? C'est Jean Reno. Voilà, c'est ça. C'est c'est pas mal. C'est un vieux film. Oui, c'est un vieux film. Tu sais. Et ça m'a fait penser, à ça parce que c'est vrai qu'on prend toujours des nouvelles de. J'avais oublié la plante dans Léon, tu vois. As-tu un chat, Jean-Luc? J'en ai eu 5. J'en ai plus. C'est quand que vous revenez sur Carmaux, la ville de Jaurès? Ah, est-ce qu'il y a Lise dans le coin? Ouais, il y a Lise dans le coin. Mais Lise, on va à Carmaux. C'est Lise qui décide où je vais. Lise, c'est la directrice de cabinet. Alors, elle rigole pas. Hein. Donc, si on va quelque part, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Et voilà, tout bien organisé. Reprends des chats. Les gens, ils sont sympas, tu vois. Reprends des chats. Tu vois, non, parce que j'habite en ville. C'est pas possible. D'accord, et là où je suis, c'est pas sympa pour un chat, tu vois. Puis alors, je me connais, le chat, il va être sur le balcon, on va passer notre... Enfin bref. Non, moi j'adorerais. Hein. Je suis un pro-chat parce que j'ai vécu avec des chats. Il paraît que les chiens aussi, c'est très cool. Mais disons que le chat, tu vois, il y a quelque chose qui est fondamentalement intéressant dans le chat. C'est c'est vrai qu'ils sont indépendants. Ils vous aiment. Hein. C'est pas vrai que le chat est égoïste et tout ça. Pas plus qu'une personne. Mais il y a quelque chose de fascinant dans le chat, c'est qu'il en fait qu'à sa tête. Et voilà. Moi, ça me plaisait beaucoup. Je les aimais beaucoup. Vraiment beaucoup. Pourquoi vous ne venez... c'est marrant. Tu vois, les gens, ils sont en train de faire leur liste de courses. À quand Jean-Luc à Amiens? Pourquoi vous ne venez pas à Grenoble? Allez-y, faites-nous la liste des endroits où vous habitez, comme ça sera réglé. Je vais aller à Nantes bientôt. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller à Nantes, toi aussi, tu vas? Bah oui, j'y vais. On y va tous les deux. Ah ouais, d'accord. C'est super, tu vois. Je m'organise un week-end, on va voir un musée avec alors. Mais non, Maintenant, partout où je vais, il faut qu'il y ait un musée.
Parce que moi, au passage, j'apprends des choses, je suis très curieux, vous savez. Et je vais dire, là, il doit bien y avoir quelques profs là-dedans qui ont été profs ou qui le sont, comme moi je l'ai été peu de temps, ou étudiants. Il y a un truc que je veux vous dire, c'est que apprendre est une jouissance. Je m'en étais pas rendu compte avant. Et maintenant, là, quand je suis en train de travailler un sujet auquel je me suis jamais intéressé jusque-là, je ressens une espèce de bonheur. Je sais pas comment vous dire ça. Ça me fait vachement plaisir. Là, quand j'ai bossé pour mon livre, j'ai lu des kilos de trucs sur les villes, l'histoire des villes, tout ça. Bon. Et un jour, je me suis aperçu que ça me rendait heureux d'apprendre. Donc, je pense que ça doit, vous savez, comme ceux qui font du sport, bon, très bien, faites du sport. Moi, j'en fais pas. Mais bon, apprendre, c'est un peu. Vrai, quoi? C'est pas vrai. Je fais du métro. Tu marches, voilà. Non, je fais du métro. Tu te déplaces. C'est-à-dire, je vais dans le métro et je cours dans les escaliers. Mais il court plus vite que moi. Ouais, c'est vrai. Et prenez jamais le métro avec Jean-Luc parce Non. que dès qu'il entend le métro à 10 km, parce que. Il entend quand même et il court. Et après, là, il reste. Comment il m'a dit l'autre jour ? On est là comme de ronde-flanc, on dit. Attends, Le Gall, l'autre jour. Le Gall, c'est un député du Val d'Oise et c'est un super pote avec qui je fais tous les trucs internationaux. Alors, il me dit. En plus, toi, tu vois pas. Mais... Il me dit j'ai un point de côté, parce qu'on est descendu de l'avion, on a couru tellement vite dans l'aéroport qu'il a failli claquer en cours de route, là, avec son point de côté. Mais non, mais en plus, toi, tu t'en rends pas compte. Quoi ? Vrai truc. Mais nous, quand on prend le métro avec Jean-Luc, on fait attention. On se dit, bon, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est un fou qui arrive, machin chouette. Lui, il se barre en courant tout seul. On a rien à foutre. Nous, on est là derrière. Attends, on essaye de vivre normalement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que vous êtes au Creusot ? On n'a pas le droit. Ouais. Eh ouais, en Saône-et-Loire, j'y suis allé. Philo, ok. Il y a une règle avec Dany Erasme, parce qu'on a dit qu'on faisait le before de Dany Erasme. Ouais. Mais la règle qu'ils m'ont dit, c'est on parle pas de philo, on garde les questions philo. Parce que évidemment, tout le monde est lancé sur la philo, tes livres préférés, tes bouquins, tes films, quoi nous conseiller. On a dit pas ça. Moi, je sais même. Alors, on m'a dit on fait un before. Je connaissais les afters, j'ai déjà mis 10 ans à comprendre ce que c'était. Et maintenant, j'apprends qu'il y a un before, tu vois. Bon, donc là, on fait un before. Faut que ça vous donne envie d'aller. Au Zawa Show. Ouais, le 26. C'est à 20h sur la chaîne de Dany Erasme. D'ailleurs, à la fin de notre direct à nous avec Jean-Luc, on fera un raid. Ils m'ont dit qu'ils démarraient à 20h leur émission de ce soir où ils vont commencer à parler un petit peu. Nous, on vous renverra vers la chaîne de Dany Erasme si jamais... Ouais, alors vous allez voir, si on parle de philo, je vais bien vous prendre la tête. Et donc, ça sera bien. Il faut venir à mon truc parce que ça m'importe de bien me faire comprendre. Et j'ai des choses que j'espère que vous aimez, que vous aimerez. Il y a juste dans les sujets... t'as que des trucs sérieux. Non, parce agriculture, électricité... Ouais, mais il y a Liban. Moi, j'aurais bien aimé que tu parles du Liban. Parce que Jean-Luc a été au Liban il n'y a pas très très longtemps pour nous représenter, nous, les Insoumis. Et justement, je pense que c'est peut-être un sujet sur lequel les gens qui nous suivent sur Twitch n'ont pas forcément regardé ta conférence sur le sujet. Et je pense que ça peut être intéressant pour les gens de faire un petit point sur la situation. Si vous voulez, nous, déjà, pour que vous compreniez bien, on s'est engagé dans la bataille idéologique et politique avec l'idée que, comme ça démarrait tout de suite de la violence, le 7 octobre, c'est punition de tous les crimes de guerre. Mais de tous les crimes de guerre. Alors évidemment, on nous a tombé dessus, il faudrait qu'on dénonce ce qui s'est passé le 7 octobre. Non. Et derrière, il n'y avait pas besoin d'être un grand clerc pour prévoir que ça serait terrible. Hein. Et c'est ce qui s'est passé, c'est un massacre abominable. Et il y a même des plaintes pour génocide. C'est pas un seul pays, maintenant c'est plusieurs qui le font et qui saisissent le tribunal pénal international. Tout ça, vous le savez. Donc, faut vous compreniez une chose bien. Je parle à tout le monde là, y compris à ceux qui ne sont pas de mon avis du tout sur cette affaire. Je vous demande de bien comprendre. Il n'y a pas dans notre esprit de haine contre les Israéliens. C'est clair qu'il y a un énorme dégoût de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas vous dire il n'y a pas de dégoût. J'ai jamais aimé, moi, qu'on tire sur... ou qu'on massacre des civils qui ne peuvent pas se défendre. Donc je ne peux pas être d'accord avec ce qui s'est passé le 7 octobre quand on a tiré sur les gens d'une rave party, quoi. Qui peut être d'accord avec un truc pareil ? Personne. Mais à chaque fois, on ne peut pas sortir les événements. Comme a dit quelqu'un, c'est sans excuse, mais c'est pas sans cause. Hein. C'est le président, et c'est un mec de droite, de la Commission des Affaires étrangères. Bon, je laisse ça de côté. Mais donc, dans notre esprit, on a commencé à se battre, à être aux côtés, de dire, faut arrêter tout de suite, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. C'est pour ça qu'on se bat.
Et puis, évidemment, libération des otages. Et puis, évidemment, la solution à 2 États pour cet endroit, puisque c'est les décisions de l'ONU. Je ne veux pas vous saouler, mais il faut bien prendre appui sur quelque chose sur quoi la communauté humaine est d'accord, pas juste un pays. La communauté humaine, elle existe à l'ONU, c'est le seul endroit où ça existe. Donc quand l'ONU vote un truc, on est partisan du fait que ce soit appliqué. Même si on n'est pas d'accord. Mais comme la loi en France, vous n'êtes pas d'accord avec, eh ben, elle s'applique quand même. Et c'est la loi de la démocratie. Vous dites, bah, ça a été décidé, donc ça s'applique. Mais je continue à dire que je ne suis pas d'accord avec la loi. Et donc, la prochaine fois, j'espère que le député va la changer et tout ça. Là, c'est pareil pour l'ONU. Vous ne pouvez pas être d'accord ou trouver que l'ONU, ce n'est pas un fonctionnement qui vous plaît. Mais pour autant, c'est la loi de la communauté humaine. Toutes les nations du monde sont représentées à l'ONU. OK ? Donc, la solution à 2 États, un État israélien, un État palestinien, c'est celle qui a été adoptée par l'ONU. Je ne vous dis pas c'est celle que je préfère, j'en sais rien, c'est celle qui a été... J'ai des copains qui disent non, il faut faire qu'un seul État, etc., plurinational. Pourquoi pas si tout le monde était d'accord? Mais en attendant, pour le moment, ce qui a été voté, c'est 2 États. Donc, dans les revendications, il y a libération des otages, cessez-le-feu, tout ça est lié, hein. Et puis, alors après, il y a tout le reste, mais le cessez-le-feu, la libération des otages, la solution à 2 États. Et puis, il y a une série d'autres, je ne vais pas vous faire le catalogue. Mais il fallait militer, et on l'a fait. Militer pour le cessez-le-feu, parce que c'est une tuerie abominable qui a lieu là-bas et qui continue tous les jours. Alors, bon... Et puis après, plein de copains ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas continuer à juste faire des manifs. Donc, on va dire, on va aller appuyer des choses qui nous paraissent importantes à dire, et notamment, en particulier, alors pour arrêter et pour aller au cessez-le-feu, on a appuyé l'Afrique du Sud. Comme vous le savez, je suis allé à la Cour internationale de justice le jour où a été plaidée la cause de l'Afrique du Sud contre le gouvernement de M. Netanyahou. Alors en France, si vous voulez, c'est là qu'on voit à quel point on se moque de nous, quoi. Dire quoi que vous pensiez. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, comment... Vous avez vu France Info, par exemple, ils n'ont diffusé pas un mot de la plaidoirie de l'Afrique du Sud, qui a fait sa démonstration. Pourquoi c'était un génocide? Ils ont expliqué leurs arguments. Ce qu'il y a de bien dans une cour comme ça, c'est qu'il y a les 2 parties. Ils étaient assis en bas. Je vous en raconte une pour rigoler. Mais bon, ils étaient assis en bas. D'un côté, l'Afrique du Sud, de l'autre côté, Israël. Je ne sais pas comment je me retrouve là, moi, à ce côté-là, derrière Israël. Alors, on se tient sage et tout, parce qu'il ne faut pas dire un mot, comme à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez un petit bord, comme ça, alors vous posez les coudes dessus, et puis il y avait aussi un fil en acier qui passait au-dessus. Bon, je me tiens bien à carreau, mon voisin pareil, et puis tout d'un coup, paf, le fil éclate, et il part dans le décor. Les pauvres Israéliens qui étaient en bas, ils ont fait un bond. Tu vois, le fil qui était... Mais oui, okay, parce que quelqu'un s'était appuyé dessus, tu vois. D'accord, ok. Putain, on a tous eu la trouille. Eux en bas et nous en haut. Hein. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, du coup, comme on a fait, qu'est-ce qui se passe? On lève les mains. Donc tout le monde a vu que on n'avait pas l'intention d'agresser qui que ce soit. Je ne sais même pas comment ce foutu fil a explosé. Bon, alors donc, pour terminer, ouais. Quoi? Tu as dit un truc, moi, sur ce... Dans ta conférence, tu as dit un truc qui j'ai trouvé était prenant. C'est que vu du dessus, ils avaient tous la même perruque. Parce que vous voyez, c'est de la justice anglo-saxonne et ils ont des perruques. Vous savez, c'est un truc qu'on dirait à renard crevé, comme il disait pour Trump. Hein. Et t'as dit, vu du dessus, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est l'humanité parce que on est en train. Il y a un pays qui est en train de faire la guerre au peuple palestinien et là, on est en train d'essayer de régler les choses par la justice et par le droit. Et moi, ça me touche, moi, ces choses-là. Hein. Puis vous regardez les gens, et puis c'est tous des êtres humains, quoi. On vous dit, c'est quoi le truc qui pousse à des massacres pareils et bon, bref. Alors, donc, on a fait ça, et puis après, on a regardé la carte, et comme il y avait le risque de contagion, vous savez, avec la guerre au Yémen, puis alors ils bombardent au Yémen. Du coup, le message, c'est pour les Iraniens, parce que c'est les Iraniens qui aident les Houthis. Alors donc, l'Iran a reçu le message. Eux, ils bombardent en Irak et en Syrie pour répliquer, montrer qu'ils ne se laissaient pas faire. Comme ils ont bombardé, on ne sait pas pourquoi, les Pakistanais se réveillent un matin et bombardent en Iran. Je ne sais pas, vous avez tous un bouquin d'histoire, vous avez tous été à l'école, on vous a appris comment la Première Guerre mondiale a démarré, comme ça, hein, avec des pays un derrière l'autre.
parce que l'un est allié à l'autre et l'autre a agressé. Bon, on pourrait dire tout d'un coup, si les Pakistanais, je sais pas moi, tiens, ils vont s'y mettre, ils vont faire ceci, cela. Bon, bah, les Indiens à côté vont dire, bah, tiens, ça tombe bien. Justement, on se dispute avec les Pakistanais à cause du Cachemire. Bon, il faut que vous sachiez, il y a 195 nations dans le monde, répertoriées. Il y en a 125 qui ont un différend frontalier. 125, 75%. Et là-dedans, vous en avez 25% pour qui le conflit en question est un conflit armé. Tant que tout le monde a la trouille d'aller se fourrer dans une histoire de guerre, il va se faire condamner avec des sanctions et le reste, tout le monde se tient à carreau. Mais à partir du moment où, vous avez, comme là, on vient de le voir, 2 poids, 2 mesures, l'Ukraine et la Russie bombarde un hôpital en Ukraine, c'est dégueulasse, tout le monde crie, mais Netanyahou bombarde un hôpital à Gaza, personne ne dit rien, bon, à part nous. Voilà, tu vois. Alors, il faut tenir bon, parce que les amis, comprenez bien. Quand vous regardez les livres d'histoire et tout, comme ça s'est passé avant, vous pouvez toujours dire, ah ouais, c'est pas bien quand même, ce qui s'est passé là, c'est une honte et tout. Là, vous êtes dedans. Vous êtes un être humain, vous êtes responsable des autres êtres humains. Et c'est d'ailleurs bien triste que souvent, non, on ne fait rien. Les Rohingyas de Birmanie, ça porte un autre nom maintenant, la Birmanie, d'accord ? Bon, ils ont été déportés et assassinés en masse. Donc c'était bien un génocide, là encore. Il y en a plein comme ça. Donc tout le monde se tient à carreau tant qu'ils ont l'impression que les grandes puissances vont se fâcher si on se met à tuer tout le monde. Bon, là, on tue tout le monde et il ne se passe rien. Et vous avez les États-Unis qui disent non, c'est une accusation tout à fait... Si les États-Unis décidaient de cesser de livrer des armes, la guerre s'arrête immédiatement. Si Netanyahou décide d'arrêter et accepte un cessez-le-feu, il n'y a plus de guerre au Yémen, il n'y a plus de... et tout le reste. Alors, dans cette géographie-là, il y a un endroit sensible, c'est le Liban. Parce qu'il est directement frontalier d'Israël et qu'il y a un différend frontalier. Il y a un différend frontalier qui remonte à toutes sortes d'histoires auparavant, et le différend frontalier, c'est à quel endroit doit se retirer l'armée du Hezbollah, qui est un parti politique, militaro-politique au Liban. Alors ça vous plaît pas, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc, alors, là où c'est le pompon, je trouve, c'est Netanyahou dit, où ils appliquent l'accord qui a été décidé à l'ONU, résolution 1701, qui dit le Hezbollah doit se retirer jusque derrière le fleuve Litanie, ou bien il le fait, ou bien nous, on va leur imposer de force la résolution 1701. On croit rêver. Alors vous appliquez aucune résolution de l'ONU, mais celle-là si, et de force. Tout ça, vous voyez bien que c'est le royaume de l'hypocrisie. Alors nous, on est loin, on n'est pas directement sous les bombes, mais les gens qui sont là-bas, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Pour eux, la démonstration qui est faite, c'est que tout ça ne veut rien dire. Que le droit international, c'est un truc qui a été inventé pour servir les États-Unis, Netanyahou et je ne sais pas qui, et ainsi de suite. C'est comme ça pour, comme tout à l'heure je vous disais, les gens qui voient les paysans faire sauter un bâtiment public, bloquer des autoroutes et qui voient qu'il ne se passe rien, ils se disent, ah mais le coup d'avant, on nous avait dit que c'était insupportable. Donc tout ça, c'est une connerie. Voilà ce que se disent les gens. Ceux qui maltraitent, mentent, font les hypocrites, sabotent l'idée même d'un droit international et d'un droit tout court. Au fond, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, vous savez, ce qui compte, c'est la loi du plus fort. Celui qui a le plus de fric, celui qui a le plus de moyens. Voilà. Alors donc, moi, j'ai décidé d'aller à ce moment-là, on a discuté entre nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y avait une idée qui était d'aller sur la ligne de front à Rafah, d'accord, entre le point de contact entre l'Égypte et Israël. Et c'est Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances et qui est un élu insoumis, qui avait cette idée avec Thomas Porte et quelques autres. Et ils n'avaient pas l'autorisation des Égyptiens. Finalement, ils l'ont obtenu et ils vont y aller. Mais au moment où moi je prends ma décision avec notre équipe, là, je demande aux uns et aux autres comment ils voient les choses, on dit qu'est-ce qu'on peut faire d'utile. La première chose qu'on peut faire d'utile, c'est d'abord de redonner le moral à ceux qui ont des problèmes avec ça. Et notamment les Libanais. Pourquoi ? Parce qu'on est très liés aux Libanais, par l'histoire, par des mœurs communes, par plein de choses. Et donc, ce qu'il faut, c'est dire aux Libanais, puisque le gouvernement français a pris des engagements, primo, n'est pas intervenu au Yémen. 2, on a 700 Français sous casque bleu. Ouais, ça c'est... Eh bien ouais, 700 militaires français. Le chef d'état-major des troupes de l'ONU, c'est un Français. Donc, il faut bien que vous compreniez, les amis, si quelqu'un, devinez qui, passe la frontière et tape sur l'ONU, parce que comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? C'est eux qui sont là, qui s'interposent. Tape des Français.
D'abord, on défend nos compatriotes, puis deuxièmement, ça s'est déjà produit une fois. C'était sous la présidence de François Mitterrand. Et ils ont fait sauter le bâtiment dans lequel étaient les Français. Le Drakkar, je crois que s'appelait ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? François Mitterrand y a été, et 2 jours après, on a bombardé dans la plaine de la Bekaa. Parce que ça n'existe pas, le fait qu'un soldat de l'ONU, il a aussi une nationalité. Et ça n'existe pas qu'on se laisse tuer. Alors pour l'instant, à Gaza, il y a eu beaucoup de gens de l'ONU qui ont été tués. Donc par précaution, il faut montrer que tous les Français sont solidaires. Nous, les Insoumis, on représente en quelque sorte les Français de gauche, quoi. Alors on va et on dit aux Libanais, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous êtes Hezbollah, vous êtes maronite, vous êtes druze, vous êtes tout ce que vous voulez, on est solidaire avec vous, les Libanais, pas touche au Liban. C'était ça le message numéro 1. Puis après, c'est comprendre ce qui se passe là-bas. Et donc parler avec les uns et les autres. Donc on a rencontré notamment le général Joseph Aoun, qui est le chef d'état-major de l'armée libanaise. Alors le gars, il a sur son dos le fait qu'il n'y a pas de président de la République au Liban, ça n'arrange pas les choses, et que lui, il a la responsabilité 100% de la sécurité de la frontière. Donc le gars, il nous dit, écoutez, moi j'ai tout ça sur le dos, si je vais sur la frontière comme vous le demandez, qui c'est qui va s'occuper de la lutte contre le trafic de drogue, contre ceci, contre cela, parce que des problèmes, ils en ont aussi 100. Il dit, est-ce que vous allez nous donner du matériel pour pouvoir y aller? Est-ce que vous allez pouvoir nous donner de l'argent pour pouvoir payer des troupes nouvelles? Vous voyez, c'est des problèmes très concrets. Mais si vous ne réglez pas les problèmes concrets, vous ne réglez aucun problème du tout. Donc, aider les Libanais, c'est d'abord dire qu'on est solidaire avec eux, c'est en dehors du champ politique, et deuxièmement, dire que on est prêt à aider, à donner le coup de main, que si, par exemple, le gouvernement nous dit on va aider l'armée libanaise, nous, on lèvera la main pour aider l'armée libanaise à se déployer. Et franchement, ça serait de l'argent qui serait aujourd'hui mieux employé au Liban qu'en Ukraine, où ça ne sert à rien, parce que de toute façon, la guerre, elle continue, comme vous le savez. Bon, et alors on amène des canons, et encore des canons français, déjà qu'on n'a plus pour nous-mêmes. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais vous comprenez que... Ouais. Ah bah ouais. Oui, c'est une autre histoire, mais tu as une histoire quand même qui est... Parce qu'en Ukraine, nous, on avait fait une proposition en faveur de la paix et en faveur de la sécurité dans le secteur. Parce que c'est un truc que tu répètes aussi, mais en Ukraine, il y a des centrales nucléaires et tu laisses... une zone de guerre avec des centrales nucléaires, avec des gens qui sont déraisonnables au possible. Et nous, on avait fait une proposition justement d'envoyer des casques bleus, et y compris que que si ça avait été nous au pouvoir, qu'on aurait envoyé on était prêt à envoyer des casques bleus des Français sous casque bleu, quoi. L'idée, c'était que si on faisait ça, au lieu de passer des coups de téléphone à Poutine et tout ça, là, ça sert à rien. Il va aller me dire, on est tous d'accord qu'on ne voit pas d'incident avec les centrales nucléaires. Vous en connaissez un qui lève la main pour dire, si, moi je veux. Bon, non, ça n'existe pas. Donc tout le monde dirait, discutons de comment on va s'y prendre. Alors on va faire un rayon autour de chaque centrale de 1 km, 2 km, où personne ne met de troupes et personne ne tire. Donc vous commencez à avoir une carte dans laquelle vous avez des zones de non-combat. Ça s'appelle début de la négociation sur la paix. Oui. Parce que les gens, j'aime mieux vous dire une chose, à la fin, on va négocier la paix. Et devinez avec qui vont négocier les Ukrainiens? Pas avec nous, mais avec les Russes. Donc, en fait, on négocie avec son ennemi, pas avec ses amis. Et c'est pareil pour ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. À la fin, ça doit se terminer par une discussion entre le gouvernement de Netanyahou et les gens avec lesquels il fait la guerre, contre qui il fait la guerre. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, pour moi, le Liban, c'était très important d'y aller. Alors, on a fait une petite cérémonie sur place. On était 3. J'ai vu ça. On était 3. Bastien Lachaud, qui est membre de la commission des finances. Younous Omarji, qui est le président de la commission des régions au Parlement européen. Et qui connaît beaucoup de choses au Liban. En plus du reste, puis qui est directement concerné, parce que figurez-vous que Madame von der Leyen, le petit génie européen, d'accord, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, tiens-toi bien, que de dire que puisque c'était la guerre, très bien, donc eux, ils ne donnent pas de subvention. Ah oui, c'était prévu. Ouais, 130 millions. Tu as le moment où ils ont besoin de fric, où l'État est en défaut, quoi. Alors il va y avoir toute une discussion pour que l'argent puisse aller là-bas. Mais Madame von der Leyen, elle a attendu rien du tout. Elle est allée directement à Tel Aviv dire « Oui, on est absolument d'accord avec tout ce que vous faites. » Qui lui a demandé d'aller là-bas? Au nom de qui? Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? C'est pareil que la présidente de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle a été foutre à Tel Aviv? Depuis quand c'est la présidence de l'Assemblée nationale qui représente la politique étrangère de la France? Non, c'est le ministre, c'est le président. Bref, tout ça, vous l'avez vu comme moi.
Et moi, je sais comment ces messages sont reçus. Partout là-bas dans cette région du monde, on dit les Français sont avec Netanyahou. C'est ça le problème. Quand je suis allé au Liban, les gens étaient déçus, malheureux. Voilà, donc je suis allé au Liban. Les copains m'avaient dit où tu viens maintenant, où c'est plus la peine parce qu'on ne sait pas. Tous les jours, il y aura un problème. Il y a d'ailleurs, en ce moment, c'est une extrême tension. Voilà, alors moi, je redis mon slogan, pas touche au Liban. Pas touche au Liban, pas touche au Liban. C'était ce que tu avais dit dans la conférence. Qu'est-ce qu'on me demande encore ? Il y a plein de trucs. Il y a déjà des gens qui disent « Bonjour, merci Monsieur Mélenchon de vous tenir droit politiquement, vous faites du bien ». Et voilà, comme bon, des merci, trucs sympas, c'est sympa, voilà. ouais. Après, tu as 2-3 questions ici. Un commentaire sur Oudéa Castéra si tu as envie. Des conseils pour rejoindre l'Institut de la Boétie. Voilà. La Boétie, c'est des réunions qui sont... peut-être expliquer ce que c'est. La Boétie, c'est notre fondation, institut qui fait de la formation et de l'échange intellectuel. Si vous voulez, le mouvement insoumis, il reconstruit ce qu'a été la gauche. Avant que la gauche ne subisse le désastre du néolibéralisme, du PS complètement rallié, ou d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veut pas entendre parler d'attaquer la racine des problèmes. Nous, les gens historiques de la gauche, c'est-à-dire tous ceux qui venaient du mouvement ouvrier, syndical, socialiste, communiste, on était sur autrefois, hein. Notre raison d'être, c'était de dire, d'une manière ou d'une autre, on n'était pas d'accord sur la façon de faire, on va passer à autre chose que le capitalisme. Si vous ne voulez pas passer à autre chose que le capitalisme, vous faites macroniste, vous faites, je ne sais pas quoi, moi, les républicains, il faut commencer à être un peu raciste, mais bon, pas tous, hein, ils ne le sont pas heureusement, tous. Mais voilà, c'est ça le truc. Mais si vous êtes pour passer à autre chose, c'était comme ça que faisait la gauche. On disait, c'est pas le pognon qui décide, c'est le peuple. Bon. Je résume, hein, je caricature aussi, hein, je suis conscient de ça. Mais c'est pour vous dire. Alors, tout reconstruire un mouvement dans le combat, dans les élections, etc. Bon, remonter à 22%, c'était pas mal, non ? C'était un beau résultat. Et puis, on a créé des groupes locaux, et puis on a recréé, et on a créé une machine à fabriquer de la pensée. Alors, pour fabriquer de la pensée, il faut que la machine soit au point, hein. Donc, c'est-à-dire que les gens qui viennent pour penser avec nous, évidemment, il faut qu'ils soient anticapitalistes. Mais ceux qu'on invite ne le sont pas forcément. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que le truc sur l'économie, là, il y a, je crois, le responsable du programme économique de Macron qui a participé. Ouais. C'est ça. Oui. Donc, il y a des gens qui viennent participer à l'Institut La Boétie, qui de base sont... vous imaginez bien que le responsable du programme économique de Macron, disons qu'il est un peu à distance de nos propositions économiques, mais il vient, il discute, et y compris, moi je ne l'ai pas vu le truc, mais c'est Aurélie Trouvé qui racontait ça. Elle dit, mais sur, je ne sais plus sur quoi c'était, sur la planification écologique, je crois, il dit, vous m'avez convaincu sur ce sujet-là. Et c'est intéressant d'avoir cet espace de discussion qui permet de faire avancer des idées, y compris dans des sphères... parce que, y compris, vous voyez, on a eu des... D'abord, eux, c'est formidable qu'ils acceptent de venir, parce que, vu les seaux de bouillasse qu'on nous jette dessus, le gars ou la fille qui vient nous voir et qui n'est pas de notre bord, il doit se dire, ils vont me manger tout cru à la sortie, ou ils vont faire des frites avec moi, bon, bref. Ils viennent. Ensuite, on discute. Évidemment qu'on ne s'attend pas à tomber d'accord, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour qu'on se convainque, c'est pour que tous les arguments soient mis en scène. Et puis, des fois, au passage, y a des choses qui percutent. Je prends un exemple. Monsieur Leclerc, Édouard Leclerc. C'est Michel Édouard ? Oui, ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors, lui, il a fait son interview, c'était un des premiers. Et il dit, vous, la gauche, il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas au point, c'est que vous ne comprenez rien à la concurrence. Et donc, vous proposez rien à propos de la concurrence, à part la faire cesser. C'est-à-dire quand vous décidez de faire un monopole public. Et moi, je me suis dit, c'est une question qui est valable. Puisque nous, on n'a jamais dit qu'on allait tout nationaliser. C'est vrai. Donc, et même ce qui est nationalisé, c'est pas mal des fois qu'il soit en concurrence avec... dans le secteur dans lequel il est, avec, par exemple, un autre pôle public, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à dire sur une organisation socialisée, socialisée au sens de rendu raisonnable, de la concurrence. Donc, moi, je vous dis, à chaque fois, j'apprends quelque chose, dans les gens qui parlent, qui posent des questions, ça me fait réfléchir. Donc, l'Institut La Boétie, alors, ils font ça d'abord, des débats où on va au fond.
Et puis, il y a une école de formation interne. Alors oui, pour les débats, comme pour les gens qui sont là, les gens qui sont là, c'est des gens de gauche qui organisent tout ça, hein, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est pas nous qui disons, bah la ligne c'est ça, donc vous devez faire comme ça. Bon. Non, le contrat de départ, c'est que tous ceux qui sont membres d'un département, on appelle ça comme ça, de l'Institut, bah, ils sont libres, ils planifient eux-mêmes leurs travaux, leurs colloques et tout ça. Bon. Alors, il y a une équipe formidable d'animation de cette fondation La Boétie, c'est Manu Ménal, Antoine Salès-Papou et les autres, pardon, les copains, si je cite pas tout le monde ou j'en oublie. Claire, bah, elle a bossé avec toi un temps. Ouais. Oui, elle a bossé Et avec puis il moi. s'appelle comment alors? Jacquin. Claire Voilà. Jacquin. Claire Jacquin Et vous co-animez avec Clémence. Non, mais attends, Clémence et moi, on est à part. Clémence Guettet, vous la connaissez. Et moi, nous sommes tous les deux co-présidents. Bon. Clémence, là, elle était absente à moi. Vous savez pourquoi? Ah oui, c'est Elle est vrai. allée au pôle Sud. Tu le crois, un truc pareil? Au pôle Sud. Alors, elle m'a dit, ouais, la dernière escale, c'est 6 jours de bateau. 6 jours sur le bateau, tu t'imagines? Et après, Elle vient de revenir là. Elle vient de revenir, oui. Tout à l'heure, je la vois. Après l'émission, on va faire le point tous les deux. Elle a des trucs à raconter sur. Elle va te raconter des machins sur les pingouins. Ben, forcément. Non, sur les manchots, pardon. Je me suis tellement. Je me suis Non, déjà mais envoyé parce qu'elle m'a envoyé une photo. À un moment donné, elle m'a envoyé une photo. Oui. Et je vois des moi je pensais que c'était des manchots empereurs, bref. Et elle envoie une photo de manchots empereurs. Et on a tous en tête les manchots comme des trucs assez grands, mais en fait il y en a plein qui sont des tout petits, grands comme des poules. Bref, elle m'a raconté ces histoires de manchots, ça m'a bien fait rire. Et elle va faire un vlog. Ah bon? Oui, il y aura un vlog, j'attends ça avec impatience de voir ça. Oui, ça va être sympa à voir. Être donc, non mais attendez, Clément, c'est à l'intérieur gelée. Du mouvement. C'est un monument, quoi. C'est elle qui tient le programme depuis 2 campagnes présidentielles. Et elle a été secrétaire générale du groupe. Maintenant, elle est députée et coprésidente de l'Institut. Donc, c'est quelqu'un qui joue un rôle central dans la vie du mouvement. Parce que, si vous voulez, le mouvement, il est entièrement construit comme organisation politique autour du programme. D'accord? C'est-à-dire, vous pensez ce que vous voulez, vous appartenez à l'école philosophique qui vous arrange. C'est pas nos affaires. Mais le programme, c'est celui de tout le monde. Donc, la seule question qui se pose, c'est comment le programme est mis à jour ou complété. Donc, on a des méthodes pour ça. Ici, à l'Assemblée nationale, les amendements. Dans le mouvement, ceux qui tiennent des livrets, il y a les conférences dont je viens de parler de la Boétie, etc. Alors, c'est pour ça que ceux qui viennent faire des numéros sur « ouais, c'est pas démocratique » et tout ça, c'est des conneries. Parce que le sujet, c'est comment faire collectif, d'abord. Ouais. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on transforme les insoumis en un truc qui ressemble au PS, tu vois, on commence à se pouiller, les textes ont même plus de sens. Tu demandes à un PS qu'est-ce qu'il a voté en disant les congrès, des ça trucs rappelle un pas. peu durs. Mais non, mais c'est des conneries, quoi. Moi, j'ai été membre, enfin toi plus que moi, mais moi, le PG, ça s'organise comme ça. Il y a des congrès, des discussions de textes, etc. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, tu peux avoir des trucs désagréables de l'effet des organisations collectives, du genre, tu as des désaccords de personnes, et pour régler des désaccords de personnes, tu t'inventes un désaccord politique. Et donc, tu viens faire la motion A, la motion B, la motion C. Regardez au PS, ils ont des désaccords politiques sans doute, mais c'est d'abord et avant tout des désaccords de personnes. Et en plus, y compris des désaccords de personnes qui nous font intervenir, nous, qu'on n'a rien demandé, que les insoumis sont trop radicaux, je sais pas quoi, et que Mélenchon, on l'aime ou on l'aime pas. Enfin, ils s'inventent des trucs et à la fin, sur ce qui concerne le PS, ils arrivent à une division 50-50. Bonjour le résultat. Moi, je préfère avoir un mode d'organisation qui crée ce que tu disais, qui crée du collectif, parce qu'on n'a pas envie de se ça, nous, c'est pas le quoi. sujet. Le seul sujet qui est en débat, c'est le contenu du programme. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien un petit coup d'eau. Attends, là, qu'est-ce que c'est un vieux un truc, fond de café. Attends, t'as pas un verre dans ton coin? Si, j'ai un verre. C'est la mort ici. Ah oui, non, mais merci. C'est la dèche. Attends, j'ai un verre. Tu veux pas avoir mes microbes? Il est où ton verre? C'est pas ça, c'est que moi j'ai bu dedans et moi j'ai des microbes avant. T'as des microbes? Alors arrête, t'es que tes pattes pleines de microbes. Ouais, donc voilà, tout ça, mais c'est pas le sujet ce soir, puis d'ailleurs on s'en fout. Bon, d'ailleurs, parce qu'après qu'ils m'aient traité tous de tyrans, ils m'insultent dans la presse et partout, et vous avez entendu dire que quelqu'un a été puni, hein, s'il y a eu une personne au groupe, mais c'est pas moi après, qui décide, c'est le moi groupe. j'ai été au coin pendant 6 mois, là, ici, on m'a pas vu, j'ai rien. J'étais puni. Non, c'est pas vrai. Bon, alors revenons à notre histoire. Donc voilà ce que fait la Fondation La Boétie. Alors pour la formation, on a 2 types d'organisations. L'une, ça s'appelle le cursus renforcé, c'est-à-dire que ça dure 1 an.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de gens qui sont candidats pour venir. J'aime mieux vous dire, ça rigole pas, hein, c'est un dimanche tous les 15 jours. Et puis, si tu sautes une fois, salut, on ne veut plus de toi. Sauf si tu es malade avec ton truc du médecin. Hein. Pas ah, j'étais pas là, ou ah, ben j'avais oublié que c'était la communion de ma fille, ou je sais pas quoi. Tu as rien du tout. Tu es là tout le temps, sinon, c'est pas la peine. Bon, alors c'est un peu dur. Et ils sont 70 à chaque fois. Donc là, on est à la 3e promo qui commence. Donc au total, on aura fait, quand on va arriver dans 6 mois, 1 an, on va être à 210 personnes. Puis après, on fait des stages aussi par région. Et là, on en a fait jusqu'à présent 3 et 2, 5 à 50. Voilà, 5 x 5, combien ça fait? 25, 250. Voilà, vous savez tout, la réponse de qu'est-ce que c'est que l'Institut La Boétie. J'ai répondu sur le Liban. Et tout ça, voilà, tout va bien. C'est quoi les questions maintenant? Bah, je sais pas, les gens, il y a du télétravail. Non, les gens... En fait, ce qui me fait marrer sur Twitch, c'est que les gens, ils ont à la fois des questions qui peuvent être des questions genre maxi grand angle, t'en as pour 2 heures pour répondre, et des questions très... Alors, les européennes, les amis, on peut pas répondre. Juste, je vous dis pourquoi. Ici, on est à l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de parler des élections européennes. Enfin, on a le droit d'en parler, on n'a juste pas le droit de dire pour qui voter. Mais du coup, on préfère pas n'en parler du tout. Comme ça, c'est... Ouais, comme on est dans un endroit tranquille. Que c'est pas fait pour. Oui, là, il y a plein de trucs super intéressants. Attends, je vais l'arrêter. Quoi? Ça, c'est question européenne. Et qu'est-ce que vous avez lu le 14 juillet d'Éric Vuillard? Super. Ah oui, c'est génial. Après, on a dit qu'on ne parlait pas de livres non plus. Pensez-vous que votre électorat vous suit sur la question de l'IVG? Mais... Ah oui, parce que ce soir-là, en ce moment, il y a le vote sur l'IVG. Justement, moi, je suis en train de regarder. C'est pour ça, tout à l'heure, je regardais mon téléphone. Parce que potentiellement, le vote sur le texte IVG, soit il est avant 20h, soit il est après 21h30. A priori, c'est plutôt parti pour 21h30. Alors, mais potentiellement, à un moment donné, je me barre en courant. Et moi aussi, je te laisse tout seul. Non, tu rigoles. Non, ça, on a déjà tellement parlé. Je charrie. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise là? Elle me dit, est-ce que votre électorat vous suit sur l'IVG? Bah oui, la preuve, il a voté pour nous. Et dans le programme, c'est marqué. Donc, on peut penser que ceux qui ont voté avec nous aux élections, bah, ils sont d'accord avec l'idée que l'interruption volontaire de grossesse, qu'on comprenne bien, hein, c'est une liberté, c'est un droit, c'est pas une obligation. Donc, par exemple, vous êtes chrétien, vous êtes catholique, et vous êtes pratiquant. Vous suivez la loi morale que l'Église vous propose. Vous faites bien ce que vous voulez. Si vous décidez que l'avortement ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Je parle de la femme, hein, parce que c'est la femme qui avorte, et pas le mec. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, la liberté, l'IVG, c'est une liberté, et chacun gère sa liberté d'après sa morale. Moi, j'ai la liberté physique de mettre une gifle à Antoine si je veux, je ne le fais pas, parce que ma morale me l'interdit et mon affection pour lui. J'espère. Mais, tu vois, bon, ma morale encore, ça pourrait se discuter, mais mon affection pour toi est l'argument ultime. Hein. J'ai pas envie. Bon, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pareil pour le suicide assisté. Moi, je suis pour le suicide assisté. J'y suis pour des raisons philosophiques, on n'en parle pas, mais c'est une liberté. On va pas dire, ah, tout le monde doit se suicider. Ça voudrait dire quoi, ça? La loi républicaine, elle interdit certaines choses, et pour le reste, c'est des libertés qu'elle crée. Une liberté absolue, ça n'existe nulle part. Jamais dans aucun domaine. Même la liberté d'expression n'est pas absolue. Vous n'avez pas le droit d'injurier quelqu'un, vous pouvez être puni. Sauf un insoumis, vous pouvez l'injurier du matin au soir, personne ne le punit. Vous pouvez aller à la télé, dire des saloperies et des mensonges contre nous. Il n'y a pas un journaliste qui va dire... L'autre jour, il y a un taré qui a dit Mélenchon est une ordure antisémite. Tu vois déjà la profondeur du vocabulaire du mec. Mais bon, le journaliste n'a pas dit « Ah, monsieur, écoutez, c'est pas possible, on ne peut pas parler comme ça à la télé. Soyez polis comme ils nous font à nous. Hein. Vous êtes excessifs, vous êtes violents. » Mais eux, quand ils le sont... Alors, bref, ça, vous pouvez le faire. Ah bah oui, on tu peut vois en parler. Mais des sanctions les libertés, voilà comment il faut concevoir la loi républicaine. Voilà, donc... Puis vous savez, c'est une question... Non, mais on a dit, on ne fait pas de philo, parce qu'ils vont m'interroger là-dessus, je pense, demain. Sur la philo, ouais. Dis voir, alors, tu as une autre question, là, marrante, ou quelque chose qui me... Posez, alors allez-y sur les questions... C'est un mur porteur derrière toi, je sais pas, moi... Non, pas du tout. En fait, pour vous raconter... On est dans un baraquement, là. On est dans un préfabriqué. Ils disent préfa, ça veut dire baraquement. Oui. Non, mais ça fait un peu plus stylé, tu vois. On est dans des bureaux en toc. Mais parce qu'en réalité, les bureaux dans lesquels on était sont en travaux. Et on s'est un peu fait arnaquer, en réalité, quand on a pris les bureaux là-bas, parce qu'ils sont en travaux pour 4 ans. Donc on va rester toute notre vie dans le préfabriqué, tout le mandat. Les insoumis, hein. Oui, les insoumis. autres, non.
Si, il y a des bon modems au-dessus, il y a des modems. Ah. Ah, mais on est, tu vois, c'est les pigeons de l'année, quoi. Les modems et les insoumis, on s'est fait avoir par... Bah oui. voilà. Alors, ça y est, c'est reparti. Tu penses à l'Empire... À quoi? Ok, ça c'est un même. Tu penses à l'Empire romain combien de fois par semaine, Jean-Luc? En fait, Pourquoi? il y a eu un mème sur... c'était TikTok, c'est ça? Je sais pas si tu m'entends. Tu sais, le truc, tu penses à l'Empire romain combien de fois par semaine? C'était un truc qui était sur TikTok. Et c'était pourquoi? Parce que les hommes, ils disaient plus souvent que les meufs que c'était souvent. Voilà, il y avait une différence. Quoi? Les hommes, en gros, sur TikTok, il y a eu un truc sur tu penses à l'Empire romain combien de fois par semaine? Et les hommes répondaient une fois ou assez fréquemment, et les femmes, jamais. Tu vois. Et il y avait une différence de genre, les hommes pensent plus souvent à l'Empire romain que les femmes. Mais par ailleurs, ce que vous ignorez sur Jean-Luc, c'est que l'Empire romain, ça fait partie des... Et moi, je t'ai fait un cadeau. Ça fait partie de quoi? Ça fait Termine partie ta des... phrase. L'Empire romain, ça fait partie des trucs dont tu parles de temps en temps. Parce Avec que... toi? Oui, Les avec autres, ça moi. les intéresse pas. Non, bien sûr, mais dont on parle. Et moi, j'ai souvenir d'un cadeau que je t'ai fait. Peut-être toi, tu l'as oublié ou perdu. Mais pour ton anniversaire, je t'avais offert une pièce de Caracalla. De l'époque de Caracalla. Et vous irez Et pourquoi? Parce que Parce que Caracalla... Caracalla, l'édit de Caracalla. Voilà. Vous connaissez Attends, où je l'édit l'ai de mis Caracalla? Et je sais pas où je l'ai mis. Non, je Oui, l'ai pas. bah, je sais bien, non, je sais je bien l'ai que pas tu l'as perdu. perdu. Tu rigoles, J'en non. étais sûr. C'est Tu gros rigoles. Attends, c'est gros comme ça, C'est donc tout forcément petit. que c'est perdu. Parce que Caracalla, c'est la première fois que le gars décide qu'un empereur romain, parce qu'empereur, ça n'a pas le même sens à l'époque que maintenant, mais bon, peu importe. Et il a décidé pour la première fois que tout le monde, tous ceux qui étaient dans les frontières de l'Empire romain, étaient citoyens romains. Alors, bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était une mesure qui était inapplicable. Comment tu fais voter un truc pareil? Bon, d'ailleurs, les Romains, quand ils votaient, ils trichaient comme des animaux. Alors, ils votaient par tribu, tu vois. Alors, ils se mettaient en file, il y avait une corde, et puis tu suivais la corde. Ok. Mais attends, tu vas voir le truc. Chaque tribu avait à la fin un nombre de voix, tu vois. Genre, la tribu A, c'est 4 voix. La tribu B, c'est 5 voix. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand toi, tu es dans une tribu qui n'a qu'une voix, par exemple, hein, bah, quand les autres avaient voté, tu as compris que ça servait à rien. Donc, tout le monde se taillait en cours de route. Et puis, quand tu étais le long de ta corde, tu avais des mecs sur le bord qui te disaient « Chouf ». Alors, ils prenaient ton bulletin de vote, ils t'en filaient un autre, ils te filaient des pièces avec, tu vois. C'est bien. Donc, ils achetaient les mecs tout le long, quoi. C'est pas mal, ça a l'air d'être un système efficace, on devrait y ouais, réfléchir tu parles. assez sérieusement. Ça va pas, non? Ça s'appelle la corruption, ça. C'est pas bien. Donc, si vous me lancez sur l'Empire romain, on est encore là demain. Non, mais Vous savez qui c'est qui a inventé l'argent à pas d'odeur? Non. Un empereur romain. C'est vrai? Oui, devine qui? Néron. Cherche. Non, Néron, c'est un type sympa comme pas. Et non, c'est Vespasien. Ah bah il y a quelqu'un qui l'a dit, dis donc, et il y en a qui sont forts. Hein. Qu'est-ce qu'il met? Regarde Vespasien. Trop fort, Vespasien, très Comment bien. vous savez? Ben parce que et à l'école, ils faisaient pas comme toi des cocottes en papier en jouant avec les Je copains. faisais pas des cocottes en papier, T'écoutais j'arrête pas pas les de les cours. saouler avec la Révolution une fois toutes les semaines. Chacun ses lubies, tu vois, moi j'arrête pas. C'est une moi fois qui par lui ai semaine. refilé le virus de Une la fois par Révolution. semaine, je leur dis, vous connaissez la Constitution de 1793, on s'amuse bien. Non mais et l'argent Ils à en pas auront le d'odeur, c'est parce Vas-y, que mais pourquoi? ben parce que il avait organisé des pissoirs publics, des pissotières, Ok, et il fallait payer. ok. Après la pissotière publique, quelqu'un a dit c'est quand même une honte quoi. Vous avez pas honte? Il a dit non, j'ai pas honte, l'argent a pas d'odeur. Bah il devrait... Pas mal, hein? comme C'est pas trouvaille. mal, c'est pas mal. Et sur ce sujet aussi, il y a une proposition de loi insoumise. Je te jure que c'est vrai. On a fait une proposition de loi pour que les toilettes à la SNCF soient pas payantes. Vrai truc. Pour que les toilettes... Parce que moi, Vous voulez faire franchement... des lois sur les Non mais chiottes? tu rigoles, mais ça saoule tout le monde. Tout le monde de devoir payer pour aller pisser, ça saoule Ah tout oui, le monde. ça, c'est Alors vrai, l'argent c'est a pas énervant. d'odeur, très bien, mais n'empêche qu'avant il y avait des toilettes publiques pour aller aux toilettes et maintenant voilà. Donc nous on a fait une proposition de loi directement utile où vous pouvez aller pisser gratuitement. Bon, C'est déjà pas ça. notre proposition de loi pour le pouvoir d'achat la plus forte, mais c'est juste pour arrêter d'être saoulé, Oui. de pas avoir les 50 En fait, centimes vous qu'il êtes faut des mettre. petits bourgeois. Mais non, c'est pas ça, Vous c'est aimez juste que pas des qu'on fois vous t'as demande juste. de Non, mais pipi. c'est purement pratique. Quoi? Des fois t'as pas 50 centimes sur toi, tu peux pas pisser. Donc c'est quand même assez désagréable comme Ok. moment. C'est plus à l'aspect pratique. Donc, vive C'est pas qu'on est des l'empereur radins. Vespasien, mais il payait aussi à l'époque. Bah ouais. Et qui c'est le fils de... Là, celui le malin, là, qui sait tout, là? Qui ça qui dit Le Bah fils non, de il y a... Vespasien qui devient ensuite, c'est qui? je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé du fils de Vespasien, effectivement, mais j'ai raté le. On va encore passer pour des antisémites, parce J'ai que raté le truc. Vespasien et son fils Titus, bon, c'est eux qui ont foutu le feu au temple de Jérusalem. Donc, on change de sujet. Avant que je me ramasse la terre entière qui va me traiter de... Alors, qu'est-ce que t'as d'autre?
C'est Comment quoi cette Non, mais les gens, vous y allez trop fort. Comment résoudre le problème de l'hôpital public, les amis? Vous êtes en mode, il y en a pour 2 heures de discussion. Pas Un de petit mot. discussion. Ah, ça pour le coup, dis-moi. ça peut être pas long. Un petit mot pour les lycéens qui vont se taper Parcoursup et les étudiants qui vont se taper Mon Master dans pas longtemps. Tu sais, Parcoursup, Quoi ils ont fait Mon Master, qui est le même truc que Parcoursup quand tu arrives en master maintenant. Donc la sélection, nous, c'est assez simple. C'est hein, vraiment le petit mot, une bande de crétins qui a organisé ça. C'est un attentat contre l'esprit. Parcoursup, c'est une ignominie, d'accord. Évidemment qu'il faut aider les jeunes gens à connaître les filières, déjà, pour commencer, savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme genre d'études. Hein. Il a commencé par faire ça. Puis ensuite, quand il y a beaucoup de monde pour un type d'études où il n'y a pas assez de place, on construit des places de plus. On ne dit pas aux gens « Ah, vous vouliez être prof de géographie, ça tombe bien, il reste des places en botanique. » Là, c'est pas le sujet. Et donc, on ne peut pas forcer la vocation. Puis surtout, ça commence par 9. Vous devez faire 10 courriers. Ça veut dire que 9 fois, vous êtes un menteur ou une menteuse. Parce que vous avez envie d'un truc et vous racontez que vous en avez 9 autres qui vous intéressent. Et puis en plus, maintenant, on vient de découvrir que les gosses de riches, qui vont dans leurs écoles bizarres, là, je dis bizarre parce que c'est pas sûr que ce soit très performant intellectuellement, mais c'est combinazione. Alors, eux, Parcoursup, ça n'existe pas, ils règlent le problème autrement. Tout ça est insupportable. De même que s'être mis à inventer une caution de dépôt pour les étudiants étrangers. Mais quel est le con qui a pu inventer un truc pareil? Et puis surtout les imbéciles qui ont levé la main pour dire « Ah, c'est une très bonne idée ». Il faut expliquer ce que c'est la caution de dépôt. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. Non, vous n'avez pas compris, alors je vous explique. Vous arrivez, je ne sais pas moi, vous êtes un francophone. Hein, d'ailleurs, au lycée, vous avez appris, vous avez été éduqué en français, etc. Et puis, vous vous dites, c'est bon, maintenant j'ai mon bac. Par exemple... en République démocratique du Congo ou dans un des 29 pays francophones, vous dites, maintenant, pour l'enseignement supérieur, je vais aller en France parce que telle université, très brillante, meilleure que la nôtre chez nous pour telle branche, hein, d'accord? Et là, on vous dit, hop, vous avez une drôle de tête, déjà vous, et vous n'êtes pas français, donc en fait, vous êtes un parasite, vous allez vous tout ce que raconte l'extrême droite. Et donc, vous allez mettre un dépôt du fric en caution, pour être sûr que vous foutez le camp, sinon on vous prend vos sous. Vous voyez le truc? C'est absurde. Donc les gens, déjà, on a augmenté les tarifs d'inscription pour les étudiants étrangers, c'est un scandale, et en plus on leur dit on vous prend une caution. Mais écoutez, je ne vais même pas vous dire à quel point tout ça est stupide, c'est-à-dire que vous allez vous priver de dizaines, peut-être de milliers d'intelligences disponibles pour la recherche en France, pour apprendre des profs, et puis eux-mêmes vont ensuite être des chercheurs, bref, tout ce que ça rapporte, une intelligence de plus sur nos bancs. Mais en plus, c'est vraiment stupide, parce que c'est clouer l'influence française comme nation intellectuelle dans le monde. Je dis bien l'influence, mais pas au sens de la domination type France-Afrique ou les conneries comme ça, mais je veux dire au sens intellectuel du terme. C'est lamentable d'avoir inventé ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment des députés ou des sénateurs ont pu voter un truc pareil. Je réponds juste à Rockjav. Oui, c'était bien dans la loi immigration, ça. Yes. C'est dans la loi immigration. De même que la mise en cause du droit du sol, ce qui n'avait pas été fait. Les seuls qui ont mis en cause le droit du sol dans ce pays, c'est Vichy. Et là, ce qu'ils ont fait dans la loi, c'est que, en gros, quand tu nais 7 parents étrangers en France, tu avais automatiquement la nationalité française. Maintenant, il faudra en faire la demande. Donc, ça veut dire que quand tu vas avoir entre 16 et 18 ans, il faut que tu fasses la demande. Et tu as pointé un truc qui est très juste. Dans le pays de l'égalité, ça veut dire qu'au sein d'une même fratrie, il y en a un, il a 18 ans, il aura eu la nationalité de manière automatique. Et sa petite sœur, eh ben non, parce qu'elle, elle a 15 ans ou 14 ans, elle va devoir faire la demande de la nationalité. Ce qui veut dire que c'est donc traité différemment entre les deux. Et surtout, ce qui est stupide, c'est que ça crée des étrangers. C'est les gens qui prétendent lutter contre il y a trop d'étrangers, ils en fabriquent eux-mêmes. Non, mais ils sont bêtes à manger du foin, c'est pas vraiment une nouveauté. Hein. Et puis par ailleurs, ils disent qu'il y a un problème de natalité. Et ils Enfin bon, bref. Mais t'as aussi, pour répondre sur comment les mecs ils ont pu voter ça, il y en a un qui l'a dit, littéralement texto. Il a dit le vote sur le projet, c'était un député macroniste, il a dit le projet de loi sur l'immigration contient des mesures en gros qui sont contre la République et inacceptables. Il dit comme ça, inacceptable. Il fait toute une liste, il dit c'est quand même très grave. Et après il dit mais j'ai quand même voté le texte pour soutenir un président et une première ministre en difficulté. Quel larbin. T'imagines le niveau de réflexion du gars. Il dit c'est inacceptable,
mais je le vote parce que quand même le président et la première ministre étaient en difficulté. Je vous jure qu'il y a un gars qui a dit ça. Comment il s'appelle déjà le gars? Je me souviens plus. Non, ça Mais sert je à l'ai- rien qu'on s'en rappelle. Oui, c'est vrai. Après tout. Tu sais, le gars qui a foutu le feu à une des merveilles du monde, c'était le temple de quoi là, aide-moi, copain, là. Je sais pas. Allez-y. Qui a mis le feu à une des merveilles du monde? Ouais, Tu vas voir les gens. temple de Halicarnasse. Hein, Regarde, Halicarnasse. Les gens ils sont trop forts. Le temple d'Halicarnasse, c'est ça? Halicarnasse, ou tu dirais pas Éphèse? Zeus, Artémis, Halicarnasse. il y a beaucoup Artémis, c'est sûr. Il y a beaucoup d'Halicarnasse. Ouais, bon, alors ça doit être Halicarnasse. Bon, bref. Alors on a décidé que... Ah, mais faut pas le dire. Ah merde. C'était son jugement, ça a été « maudit sois-tu, on dira jamais ton nom ». Et on a pété partout, il était écrit son nom. Bon, et ils l'ont enlevé. Mais le mec, attends, tu vas voir, 25 siècles après, tout le monde connaît son nom. Il a réussi son coup. Le mec, on lui a dit « mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi on parle de moi ?» C'est, tu vois, la connerie sur la communication, ça a commencé tôt. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est nul, il a foutu le feu à un temple magnifique. Tu me diras, de toute façon, il aurait peut-être plus été là, mais bon. En tout cas, lui, en effet, il s'appelle machin, là. Mais il n'y avait pas un mec qui les chourait, les merveilles du monde? J'avais entendu une histoire comme ça. Mais si, je crois qu'il y a un gars qui les volait. Mais non. C'est le temple d'Artémis à Éphèse, a priori, qui a été... Ah, j'ai dit Éphèse. J'ai pas dit Éphèse? Regardez en arrière, j'ai dit Éphèse. Et Artémis, c'est sûr, on est tous d'accord. Il y en a un qui a dit Halicarnasse, mais moi, je savais que c'était Éphèse. Parce que le mot Éphèse m'est venu à l'esprit. Alors, moi, je ne suis pas plus malin que vous, hein, c'est juste stocké. Alors, tu vois, on tue tout dans un tiroir, plaf, les dossiers te tombent dessus. Il y a quelqu'un qui dit que c'est l'effet stressant d'avant l'heure. Normalement, on est censé... Alors, je crois que Dany et Ras sont censés commencer leur live bientôt. Et oui, alors apprenez à prendre le chemin, parce que le 26, je vous attends là-bas. Ah oui. Hein? 26 à 20h. Voilà. Ah non, il commence à 20h. Bon, reste 10 minutes. Il commence à 20h. Nous, on fatigue. Hein, ah bah, si tu veux, vas-y, moi, t'inquiète, je vais continuer. Tu vas parler de quoi? Je sais pas, je vais continuer à répondre aux questions des gens. Follow la chaîne déjà avant de partir, s'il vous plaît. Quoi? Je dis follow la chaîne, qui s'abonne à la chaîne, comme ça la prochaine fois. Ah oui, on dit follow la chaîne. Quand on fera le direct, il y aura plus de monde. T'es terrible, toi. Ah Attends, non, l'espoir d'imaginaire des gens. Imaginaire. Attends, on va bloquer un peu. Tac. Vous préférez Dany ou Raz? Ah ouais, déjà, ils te mettent une ambiance, tu vois. Ça... on n'en sait rien, on décidera après. Non, ouais, bon, tu vois. Générosité, humanisme, la gauche pourrit tout. Ah? Quoi? Non, mais attends, il y a un zouave là qui dit que... Qui dit ça? Que générosité, je sais pas quoi. Attends, est-ce que tu as vu ça? Générosité, humanisme, la gauche pourrit tout. À propos de... Ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup d'étudiants n'ont rien à faire à la fac et n'obtiendront... Ah voilà, ah ouais, disons, c'est pas mal. Beaucoup d'étudiants n'ont rien à faire à la fac et n'obtiendront aucun diplôme. En voulant que 80% d'une classe d'âge ait le bac, par égalitarisme, la gauche a saturé et pourri l'université. Sous couvert de générosité et humanisme, la gauche pourrit tout. Ah ça, il y a de quoi parler sur le sujet. Bah non, mais je veux dire, c'est un préjugé. Déjà, pardon. Tu vois, ouais, vas-y. Déjà, pardon, mais générosité et humanisme, ça pourrit. Le point de départ me semble assez problématique, mais bon. Ouais, admettons, la générosité, ça pourrit. C'est pas grave. Non, mais le gars, c'est surtout le problème, c'est qu'il comprend pas ce qu'est la vie de l'esprit. Bon, alors vous avez le droit, hein, mais l'idéal républicain, par exemple, c'est de dire que plus on élève le niveau d'éducation et de connaissance, meilleure est la société. Hein. Alors peut-être que c'est pas tout à fait vrai, mais ce qui est sûr, c'est que si on la baisse, ça l'améliore pas. Hein. Sur tous les plans. Donc, on a toujours travaillé, nous, la gauche, ça c'est vrai, à faire que on puisse avoir, apprendre encore. Moi, quand j'étais à l'école, la scolarité obligatoire, c'était 14 ans. C'est la gauche qui a amené à 16 ans. Mais il y avait déjà des gens qui disaient, ça va pas, non. C'est à 12 ans qu'il faudrait que les gens puissent s'en aller, travailler, apprentis, parce qu'ils vont avoir du boulot demain et tout ça. Mais ça, c'est une vue, comment dire, complètement dépassée, parce que aujourd'hui, tous les métiers ont un contenu technique. Et moi, je dis les métiers, c'est des sciences pratiques. Hein. Même quand, par exemple, vous devez nettoyer un endroit où il y a des machines qui produisent de l'alimentation. Il faut être capable de comprendre les produits qu'on utilise, pourquoi, comment, etc. Donc, l'élévation du niveau de qualification, ça passe par l'élévation du niveau de savoir. Donc, 80% d'une classe d'âge, vous voulez quoi? Qu'on dise il n'y en aura que 50? C'est absurde. Donc, on n'a pas fait cadeau du bac. Et j'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui disent que c'était mieux avant. Parce que d'abord, avant, vous n'y étiez pas, et moi, oui. Et je peux vous dire que c'était pas mieux.
C'est pas du tout une bonne idée. Donc le niveau moyen d'éducation du pays est monté. Alors, il y a des domaines dans lesquels on a eu une baisse de niveau constatée d'après, il faut aussi interroger les instruments de mesure. Hein. On dit qu'il y a une baisse, mais à la moyenne générale, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de baisse. Après, il y a des choses qui sont moins facilement acquises qu'autrefois. Par exemple, l'orthographe. Hein. Mais commencez déjà à réfléchir sur ce qu'est votre propre existence. Vous faites un message avec votre téléphone, c'est lui qui vous propose des corrections. Des fois, vous passez outre. Bon, vous êtes de plus en plus une civilisation qui communique par l'image. De ce point de vue, on peut dire « Ah, c'est un recul », parce que les hommes préhistoriques aussi, ça communiquait par l'image, les dessins et tout ça. Donc, il faut arrêter avec les pseudo-vérités, les pseudo-certitudes. Plus il y a de monde qui apprend, mieux on se porte. Plus il y a de gens différents, mieux on se porte. Parce qu'il y a de l'échange, et l'échange crée de l'intelligence, de situations. Et croyez-moi, on a fait des expériences sur le sujet. Pourquoi plus il y a de monde, plus la société est intelligente. Parce que plus il y a d'échanges. Et plus il y a d'échanges, plus vous apprenez des autres, et plus vous avez des gens, je vous jure que c'est vrai, qui font n'importe quoi sur ce qu'ils ont appris, et donc ils inventent des trucs géniaux. Donc il y a un rapport entre le nombre, vous pouvez lire ça dans mon livre, c'est très bien expliqué, entre le nombre et le savoir. Pour prendre que cet exemple, parce qu'il y a bien d'autres raisons qui interviennent dans l'idée que le savoir, c'est la seule richesse où plus vous partagez, plus il y en a. Voilà. Et donc là, vous vous trompez complètement, gars, là, quand vous dites à cause d'humanisme et de générosité, où est le problème, comme a dit Antoine? À être généreux, c'est quoi votre truc? Il faut être égoïste et méchant? C'est un truc que tu dis des fois, c'est l'amour et la connaissance, c'est les deux choses que plus tu les partages, plus il y en a. Je trouve la formule super. Mais j'ai pas parlé d'amour, c'est ça. Oui, mais bon, on peut en parler. Tu peux. Il y a Dany et Eras qui viennent d'arriver dans le chat. Je pense qu'ils ont entendu qu'on commençait à fatiguer et qui du coup sont en train de lancer leur live. Donc on va pouvoir nous faire un raid vers leur chaîne, et ça c'est fantastique parce que comme ça on va pouvoir vous dire. Bon les gars, j'arrive le 26 hein. Donc rendez-vous, vous avez bien compris, rendez-vous le 26 à 20h sur la chaîne de Dany et Eras. Allez, au revoir. Salut les tout amis. le monde.